Elle était enceinte de 8 mois lorsque la maîtresse de son mari l'a giflée au tribunal. Ce qui s'est passé ensuite a révélé un meurtre, dévoilé que son véritable père était le juge et fait s'effondrer l'empire d'un millionnaire. Voici l'histoire de Sarah Mitchell. À la fin, vous comprendrez pourquoi 20 millions de personnes ont qualifié cette gifle de gifle entendue dans le monde entier. Mais avant cela, boys, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car des histoires comme celle de Sarah méritent d'être entendues. Commençons. Les portes en acajou du tribunal s'ouvrirent dans un grincement qui semblait faire écho au cœur brisé de Sarah Mitchell. À 28 ans et enceinte de 8 mois, elle avançait avec la grâce prudente de quelqu'un qui transporte un chargement précieux à travers un champ de mine. Son ventre gonflé tendait le tissu de sa modeste robe de maternité, contrastant fortement avec la tenue de créateur qu'elle aurait portée 6 mois plus tôt, à l'époque où elle croyait encore au conte de fées. Tu vas y arriver, se murmura-t-elle, une main protectrice sur son ventre, où son fils donnait des coups de pied agités. Le bébé semblait toujours savoir quand elle était anxieuse et réagissait à son état émotionnel par des mouvements qui ressemblaient à de minuscules protestations contre le chaos du monde extérieur. Le couloir du tribunal s'étendait devant elle comme un tunnel du jugement dernier. Les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête, projetant des ombres dures qui donnaient à tout le monde l'air coupable. Les pas de Sarah résonnaient sur le sol en marbre. Chaque claquement de ses talons modestes était un compte à rebours avant la confrontation qu'elle redoutait depuis des semaines. Elle était arrivée tôt, dans l'espoir de se recentrer avant l'audience de divorce. Son ex-mari millionnaire, Richard, serait bien sûr présent, probablement accompagné de son avocat, James Bradley, un requin costume à 3 000 $ qui avait fait carrière en aidant des hommes riches à cacher leurs biens à leurs femmes. Mais Sarah avait sa propre championne, Rebecca Taylor, une avocate féroce qui avait accepté de la défendre gratuitement après avoir entendu parler des abus narcissiques qu'elle avait subis. À cette heure-là, la salle d'attente devant la salle d'audience Index 3 était presque vide. Sarah s'assit prudemment sur un banc en bois, le dos endolori par le poids supplémentaire qu'elle portait. Elle ferma les yeux et s'adonna à ses exercices de respiration. Le docteur Patricia Holbrook lui avait appris à inspirer 4 fois, retenir son souffle 4 fois, puis expirer 4 fois. Chaque respiration était un petit acte de rébellion contre la panique qui menaçait de la submerger. « Tu n'es plus la jeune fille naïve qui l'a épousée », se rappela-t-elle en sentant le bébé bouger. « Tu es une mère maintenant. Tu es forte. » La transformation avait été douloureuse, mais nécessaire. 6 mois plus tôt, elle avait découvert la liaison de Richard grâce à un SMS qu'il avait négligemment laissé ouvert sur sa tablette. Madison Cole ou Madison Williams. Comme Sarah l'avait récemment appris, ce n'était pas le vrai nom de cette femme. C'était une prédatrice qui avait ciblé Richard spécifiquement à cause de sa fortune. Et Richard était tombé complètement dans le piège. Ou peut-être cherchait-il simplement une excuse pour se débarrasser de sa jeune femme, comme on se débarrasse d'un vêtement démodé. Le téléphone de Sarah vibra. C'est un SMS de Rebecca. « Je suis en route, n'oublie pas, tu n'as pas à leur parler avant l'audience. Reste forte. » Les paroles de l'avocate étaient destinées à la réconforter, mais elles rappelaient également à Sarah ce qui l'attendait. Il ne s'agissait pas seulement de partager les biens ou de déterminer les modalités de garde de leur enfant à naître. Il s'agissait de reprendre sa vie à un homme qui avait systématiquement détruit son estime de soi au cours de 3 années de mariage. Son mère, Helen, avait qualifié cela d'amour de jeunesse avant de décéder 2 ans plus tôt. « Fais attention, ma chérie, les hommes comme Richard ne se marient pas avec des femmes comme nous par amour. » Sarah n'avait pas compris à l'époque. Elle avait 25 ans, elle venait de terminer ses études supérieures en travail social, un diplôme qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'utiliser. Richard l'avait séduite avec ses jets privés et ses galas de charité, lui donnant l'impression d'être entrée dans un autre monde. Un monde meilleur, pensait-elle, comme elle s'était trompée. L'ascenseur sonna et Sarah se raidit. Avant même de lever les yeux, elle savait qui c'était. Richard avait une démarche particulière, des pas assurés et mesurés qui annonçaient son importance à quiconque l'entendait. Il sortit de l'ascenseur dans son costume bleu marine caractéristique, le téléphone collé à l'oreille, déjà en train de travailler comme si ce divorce n'était qu'un point de plus à son agenda. Derrière lui, claquant des talons de créateur qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, se trouvait Madison. Elle était tout ce que Sarah n'était pas, grande, élégante,
avec une beauté agressive qui faisait tourner les têtes et briser les cœurs. À 35 ans, elle se comportait avec l'assurance d'une femme qui n'avait jamais entendu le mot « non » et qui ne l'accepterait jamais. Sarah posa instinctivement ses deux mains sur son ventre, comme pour protéger son bébé de l'énergie toxique qui semblait émaner du couple qui s'approchait. Oui, couple. Richard n'avait même pas essayé de le cacher. Son bras était autour de la taille de Madison et qu'elle se blottissait contre lui avec l'air possessif d'une femme marquant son territoire. « Tiens, tiens !» La voix de Madison trancha le silence du couloir comme une lame. « Regardez qui est là, toute belle et toute prête, essayant de gagner la sympathie du juge. » Sarah Richard ne regarda même pas sa future ex-femme. Il continua sa conversation téléphonique comme si elle était invisible. Elle n'était qu'un meuble de plus dans le couloir du tribunal. C'était une cruauté bien rodée, cette capacité à lui donner l'impression qu'elle n'existait pas. Sarah ne répondit pas à la provocation de Madison. Le docteur Holbrook lui avait appris la technique de la pierre grise, qui consistait à se rendre aussi inintéressante que possible pour éviter d'alimenter le narcissisme de son adversaire. Elle garda les yeux baissés, concentrée sur les mouvements doux de son bébé. « Oh, allez !» insista Madison en s'approchant. « Tu as sûrement quelque chose à dire. » Une supplique pathétique pour que Richard pense à son enfant. « Flash info, ma chérie. Il est déjà en train de planifier notre famille. De vrais enfants, pas l'erreur que tu portes en toi. » Les mots la frappèrent comme des coups physiques. Chacun était soigneusement calculé pour blesser. Les mains de Sarah tremblaient, mais elle ne leva pas les yeux. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. « Madison, ça suffit, » dit enfin Richard en mettant fin à son appel. Mais il n'y avait aucune réprimande dans son ton. Il semblait plutôt amusé. « Garde ça pour le tribunal. » « Pourquoi? » Madison rit, un rire cristallin, dénué de toute chaleur. Elle doit comprendre sa place. Une petite croqueuse de diamants qui croyait avoir gagné au loto. Eh bien, ma chérie, les tickets de loto expirent. Sarah sentit les larmes lui brûler les yeux, mais refusa de les laisser couler. Pas ici, pas devant eux. Le bébé donna un grand coup de pied, comme s'il sentait sa détresse, et elle se frotta le ventre en cercle apaisant. « Ça suffit. » Une nouvelle voix s'immisça dans la conversation, forte, autoritaire et étonnamment familière. Sarah leva les yeux et vit une femme s'avancer vers eux d'un pas décidé. Elle avait une trentaine d'années, des cheveux auburn tirés en un chignon professionnel et des yeux qui brillaient d'une colère vertueuse. Elle portait un tailleur strict et se comportait comme quelqu'un qui avait l'habitude d'être écouté. « Et vous êtes ?» demanda Madison d'un ton méprisant. « Emma Patterson », répondit la femme en s'interposant entre Sarah et ses bourreaux. « Avocate, et vous allez être accusé de harcèlement si vous ne reculez pas immédiatement. » Richard plissa les yeux. « Patterson, comme le juge Patterson ?» Emma nous sourit, mais ses yeux restaient en froid. « Tout à fait. Je pense que ma cliente a le droit d'attendre son audience sans être importunée. Votre client, James Bradley, était arrivé, l'air très sûr de lui, tel l'avocat influent qu'il était. Je ne savais pas que Mme Mitchell avait changé d'avocat. « Je suis consultante, » répondit Emma avec aisance. « Et en ce moment, je documente ce qui ressemble fort à une atteinte intentionnelle à l'intégrité émotionnelle d'une femme enceinte. Souhaitez-vous continuer, Mme Cole? Ou devrais-je dire Mme Williams? Oh oui, nous savons tout de votre vrai nom et de votre passé. » Le visage de Madison pâlit légèrement, mais elle se ressaisit rapidement. « Vous ne me faites pas peur, vous devriez, » répondit Emma. « Mais continuez, je vous en prie. Chaque mot que vous prononcez est une preuve supplémentaire. » La tension dans le couloir était palpable. Richard sembla enfin réaliser la situation précaire dans laquelle il se trouvait. Il prit Madison par le bras et la guida vers l'autre bout du couloir. « Allons-y. Cela ne vaut pas la peine de s'attarder ici. » Alors qu'il s'éloignait, Madison jeta un dernier regard par-dessus son épaule, comme pour promettre que ce n'était pas fini. Sarah se permit enfin de respirer et leva les yeux vers la femme qui était apparue comme un ange gardien. « Merci, » murmura-t-elle. L'expression d'Emma s'adoucit lorsqu'elle s'assit à côté de Sarah. « Tu n'as pas à me remercier. Nous sommes de la même famille, après tout. » Sarah fronça les sourcils, perplexe. « Je suis désolé. »« Quoi? C'est une longue histoire, » dit Emma en jetant un coup d'œil vers les portes de la salle d'audience. « Une histoire qui implique ta mère, Helen Parker, et un père dont aucune de nous ne savait qu'il était notre père. Mais pour l'instant,
Nous devons nous concentrer sur cette audience. La révélation frappa Sarah comme un coup de tonnerre. Tu es, nous sommes sœurs, Emma acquiesça, les larmes brillant dans ses yeux. Demi-sœur, je te cherche depuis des mois, depuis que j'ai découvert la vérité. Je suis désolé de n'apparaître que maintenant, alors que tu as besoin d'aide. Mais je te promets, Sarah, tu n'es plus seule. Tu as une famille et nous protégeons les nôtres. Avant que Sarah n'ait le temps d'assimiler cette révélation choquante, Rebecca Taylor arriva, ses talons claquant avec efficacité sur le sol en marbre. « Sarah, je suis là. Tu es prête? » Mais Sarah n'écoutait pas. Elle fixait Emma, découvrant pour la première fois la forme familière de son nez, la façon dont elle penchait la tête lorsqu'elle réfléchissait à des détails qui prenaient soudain tout leur sens. Le bébé donna un nouveau coup de pied et Sarah eut le souffle coupé. « Ça va? » demandèrent les deux femmes en même temps. « Je crois que j'ai une contraction, » admit Sarah en posant sa main sur le bas de son dos, où la douleur commençait à irradier. « C'est probablement juste des contractions de Braxton Hicks, » dit Rebecca, même si sa voix trahissait son inquiétude. « C'est le stress de la journée. On devrait t'apporter de l'eau. » Emma s'était déjà levée et se dirigeait vers la fontaine avec un gobelet en papier. Au même moment, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent et un huissier sortit. « Mitchell contre Mitchell. Le juge Patterson est prêt à vous recevoir. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Le juge Patterson. Mais c'est notre père. » Emma termina doucement. « Il ne sait pas que tu es sa fille. Je ne lui ai pas encore dit. Je voulais d'abord m'assurer que tu étais d'accord. » La réalité de la situation s'abattit sur Sarah comme une vague. Elle était sur le point d'affronter son ex-mari millionnaire et sa maîtresse lors d'une audience de divorce présidée par un père dont elle ignorait l'existence, tandis que sa sœur nouvellement découverte se tenait à ses côtés, et son bébé semblait déterminé à faire une entrée remarquée. « Je ne peux pas faire ça, » murmura Sarah. Emma lui prit la main et la serra doucement. « Si tu peux, tu es plus forte que tu ne le penses. Maman serait si fière de toi. Tu n'as connu notre mère qu'à travers des histoires et des lettres, mais je sais qu'elle t'aimait énormément, et je sais qu'elle aurait voulu que tu te battes pour toi et ton bébé. C'est donc ce que nous allons faire. » Rebecca les regarda toutes les deux, sentant clairement qu'il y avait plus à savoir, mais suffisamment professionnel pour ne pas s'immiscer dans leurs affaires. « Nous devons y aller. Sarah, tu es prête? » Sarah se leva lentement, une main sur son ventre, l'autre toujours serrée dans celle d'Emma. « Je suis prête. » La salle d'audience était plus petite que Sarah ne l'avait imaginé, plus intime et donc plus intimidante. Comment? Des panneaux de bois sombres recouvraient les murs et la lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur le sol. Le drapeau américain flottait dans un coin, témoin silencieux de la justice qui allait être rendue ou refusée. Le juge William Patterson était assis derrière son bureau, imposant même dans sa robe noire. Il avait la cinquantaine bien avancée, les cheveux argentés et les yeux bleus perçants qui semblaient tout embrasser d'un seul regard. Sarah se surprit à chercher dans son visage une ressemblance, un indice du lien qu'Emma prétendait qu'il partageait. « Veuillez vous asseoir », ordonna le juge Patterson d'une voix qui reflétait l'autorité acquise au cours de ces 3 décennies passées dans la magistrature. « Nous sommes ici pour l'affaire Mitchell contre Mitchell, numéro 43739. Je constate que les deux parties sont présentes avec leurs avocates. Richard et Madison étaient assis à la table des plaignants avec James Bradley. Madison n'aurait pas dû être là. Elle n'avait aucune qualité pour participer à la procédure. Mais l'arrogance de Richard était sans limite. Il voulait que Sarah les voie ensemble pour remuer le couteau dans la plaie. Sarah prit place entre Rebecca et Emma, le dos douloureux à chaque mouvement. Le bébé avait été agité toute la matinée et les contractions de Braxton Hicks se faisaient plus fréquentes. Elle s'efforça de se concentrer sur la déclaration liminaire de Rebecca. « Votre honneur, » commença Rebecca, debout, dans une posture parfaite. « Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de la répartition équitable des biens matrimoniaux dans le cadre des arrangements de garde établis pour l'enfant que Mme Mitchell porte. Ma cliente a été victime d'abus narcissiques tout au long de son mariage, notamment de contrôle financier, de manipulation émotionnelle et d'infidélité. » James Bradley se leva avant que Rebecca puisse continuer. « Objection, votre honneur. Ce sont des allégations non fondées visant à influencer le tribunal. » « Monsieur Bradley, » dit le juge Patterson d'un ton neutre, «
Il s'agit d'une audience, pas d'un procès. Je vais permettre à Mlle Taylor de présenter son dossier. Vous aurez l'occasion de répondre. Rebecca acquiesça avec gratitude et poursuivit. Ma cliente a découvert la liaison de son mari il y a 6 mois. Depuis lors, elle a été systématiquement privée de l'argent du ménage, contrainte de compter sur la charité de ses amis et victime d'une campagne de harcèlement visant à la briser et à la forcer à accepter un accord inacceptable. C'est ridicule, s'écria Madison, ignorant le regard noir de James Bradley. Ce n'est qu'une croqueuse de diamants qui est tombée enceinte pour piéger Richard. Le juge Patterson abattit son marteau avec force. « Madame Cole, vous n'êtes pas partie à cette affaire. Si vous ne pouvez pas vous taire, vous serez expulsée de ma salle d'audience. » Le visage de Madison rougit de colère, mais Richard posa une main sur son bras et elle se calma. Sarah remarqua le regard calculateur de Madison et sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette femme était dangereuse, pas seulement méchante. « Monsieur Bradley, dit le juge Patterson, veuillez présenter la position de votre cliente. » James Bradley se leva, ajustant sa cravate avec une aisance acquise par l'habitude. « Votre honneur, mon client, Richard Mitchell, s'est montré plus que généreux. Il a proposé à Mme Mitchell un règlement de 250 000 $, ce qui est plus que juste compte tenu de la durée du mariage et de sa contribution limitée au patrimoine conjugal. Une contribution limitée. La voix de Rebecca était tranchante. Mme Mitchell a renoncé à sa carrière pour soutenir les activités professionnelles de son mari. Elle a organisé ses événements, géré son foyer et lui a offert une vie familiale stable qui lui a permis de bâtir sa fortune. C'était une femme au foyer, rétorqua Bradley avec dédain. Ce n'est pas vraiment un rôle difficile. Emma a pris la main de Sarah sous la table et l'a serrée en signe de soutien silencieux. Sarah a senti une autre contraction, plus forte cette fois, et a dû se mordre la lèvre pour ne pas halter. Le juge Patterson a examiné les documents devant lui. Je vois ici que la valeur nette de M. Mitchell est estimée à 42 millions de dollars. Le règlement proposé représente moins de 1% de ce montant. Votre honneur, a dit Bradley d'un ton suave. La plupart de ces actifs ont été acquis avant le mariage ou dans le cadre d'entreprises commerciales auxquelles Mme Mitchell n'a pas participé. Ce n'est pas tout à fait exact, intervint Rebecca. Elle sortit un dossier contenant des documents. Nous avons la preuve que plusieurs transactions importantes ont été négociées lors d'événements sociaux organisés et animés par Mme Mitchell. Ces relations sociales, notamment grâce aux activités caritatives de sa défunte mère, ont joué un rôle déterminant dans l'expansion des affaires de M. Mitchell. Richard ricana bruyamment. « C'est ridicule. Sarah n'a rien fait d'autre que dépenser mon argent et jouer à la dame. » « M. Mitchell, a averti le juge Patterson, vous aurez l'occasion de témoigner si nécessaire. » L'audience s'est poursuivie, les deux parties présentant des documents financiers et se disputant le partage des biens. Sarah essayait de se concentrer, mais les contractions devenaient plus fortes et plus rapprochées. Ce n'étaient pas des contractions de Braxton Hicks, c'était un véritable travail. 3 semaines avant terme. « Votre honneur, disait Rebecca, nous devons également aborder la question de la garde. M. Mitchell a indiqué qu'il souhaitait obtenir la garde exclusive de l'enfant. C'est exact, confirma Bradley. Ma cliente conteste la paternité et estime que Mme Mitchell est inapte à élever l'enfant en raison de son instabilité émotionnelle. Instabilité émotionnelle. La voix de Rebecca s'éleva. Elle a été maltraitée pendant 3 ans. Toute détresse émotionnelle qu'elle ressent est le résultat direct des actes de M. Mitchell. Ce sont des accusations graves, dit le juge Patterson, en regardant tour à tour les deux parties. Monsieur Mitchell, remettez-vous vraiment en cause la paternité de cet enfant? Richard se leva, le visage froid. Votre honneur, ma femme était prête à tout pour me garder. Je ne serais pas surpris qu'elle soit tombée enceinte d'un autre pour me piéger dans ce mariage. Sarah eut le souffle coupé, à la fois par ses paroles cruelles et par une nouvelle contraction. Emma remarqua immédiatement sa détresse. « Votre honneur, dit Emma en se levant. Ma cliente a besoin d'une brève suspension d'audience. » Mais Madison l'avait remarqué aussi et quelque chose de laid passa dans ses yeux. Elle se leva brusquement, repoussant la main de Richard qui la retenait. « Oh, je vous en prie, dit Madison d'une voix forte. Elle simule pour attirer la sympathie, tout comme elle a simulé être une victime pendant tout ce temps. « Oh, Mademoiselle Cole, asseyez-vous, ordonna le juge Patterson. Mais Madison était hors d'état d'écouter.
Elle contourna la table en direction de Sarah, le visage déformé par la rage. « Espèce de petite nullité. Tu crois que tu peux prendre l'argent de Richard? Tu crois que ce bébé le retiendra auprès de toi? » Tout se passa au ralenti. Madison leva la main et, avant que quiconque puisse réagir, elle gifla violemment Sarah au visage. Le bruit résonna dans la salle d'audience comme un coup de feu. Sarah tomba en arrière, les mains instinctivement protégeant son ventre. Emma la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, mais le mal était fait. Sarah hurla de douleur lorsqu'une forte contraction saisit son corps et qu'elle sentit un jet de liquide chaud. « J'ai perdu les os !» haleta Sarah. « Je viens de perdre les os. » La salle d'audience fut plongée dans le chaos. Le juge Patterson se leva et appela la sécurité. Rebecca composait le 9-11. Emma serra Sarah contre elle pour la protéger, le visage déformé par la colère, et lança un regard noir à Madison. « Vous avez agressé une femme enceinte devant un juge. » La voix d'Emma était d'un calme effrayant. « Tu viens de détruire ton propre avenir. » Madison sembla réaliser ce qu'elle avait fait, son visage perdant toute couleur. « Je ne voulais pas dire qu'elle m'avait provoqué. »« Sécurité, arrêtez M. Cole pour agression », ordonna le juge Patterson, alors que 2 agents entraient dans la salle d'audience. Son visage était orageux. Toute impartialité judiciaire avait disparu. « Monsieur Mitchell, contrôlez votre compagne. » Mais Richard restait là, l'air gêné plutôt qu'inquiété. « Tout cela est très dramatique, mais nous pouvons certainement poursuivre l'audience. Continuez. » Emma se retourna brusquement vers lui. « Votre femme enceinte est en train d'accoucher parce que votre maîtresse l'a agressée et vous voulez continuer. »« C'est mon ex-femme, » corrigea Richard froidement. « Ou elle le sera bientôt. » Sarah gémit lorsqu'une autre contraction la frappa. Elle se succédait rapidement maintenant. « Trop vite. »« Le bébé, » haleta-t-elle. « Quelque chose ne va pas. C'est trop tôt. » Le juge Patterson descendit de son siège et, pendant un instant, son professionnalisme vacilla. Il regarda Sarah avec une expression profondément inquiète, presque paternelle. « L'ambulance est en route, » dit-il doucement. « Alors chez Emma, prenez soin d'elle. Je ne la laisserai pas, » dit Emma fermement. Alors que les ambulanciers arrivaient et commençaient à s'occuper de Sarah, Madison était menottée. « Richard, fais quelque chose, » hurla-t-elle. La réponse de Richard glaça tout le monde dans la pièce. « Débrouille-toi, Madison. Je ne fréquente pas les criminels. » Le visage de Madison passa de l'incrédulité à la rage. « Espèce de salaud, j'ai tout fait pour toi. J'ai éliminé ta 2e femme de la même manière. Souviens-toi, tu m'avais promis. »« Tais-toi, » rugit Richard. Mais il était trop tard. La voix du juge Patterson coupa le chaos. « Inspecteur Roberts, je pense que nous devons élargir l'enquête. Monsieur Bradley, conseillez à votre client de ne pas quitter la ville. » L'inspectrice Michelle Roberts, qui observait depuis la tribune, s'avança. « Déjà sur le coup, votre honneur. » Alors que les ambulanciers s'apprêtaient à transporter Sarah, elle saisit la main d'Emma. « Ne me quitte pas, je t'en prie, j'ai peur, je ne vais nulle part. » promit Emma. « Nous sommes une famille, souviens-toi. » Le juge Patterson observa la scène, le visage impassible. « Madame Patterson, accompagnez votre cliente à l'hôpital. L'audience est reportée, Cindy. » « Et Monsieur Mitchell, dit-il en se tournant vers Richard avec un dégoût à peine dissimulé. Vous feriez bien d'engager un avocat pénaliste. Vous en aurez besoin. » Alors qu'on emmenait Sarah, elle entendit Madison crier dans le couloir où elle était en train d'être arrêtée. « Ce n'est pas fini. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je sais des choses. Je sais tout. » La dernière chose que Sarah vit avant que les portes de l'ambulance ne se ferment fut le visage farouche et protecteur d'Emma. Et derrière elle, le juge Patterson, debout à l'entrée du tribunal, sa robe judiciaire flottant au vent, les regardait partir avec une expression de profonde tristesse. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et la peur. Sarah agrippa les barrières du lit alors qu'une autre contraction lui déchirait le corps, les jointures blanches à force de retenir ses cris. Les moniteurs bipaient régulièrement, surveillant le rythme cardiaque de son bébé, que les infirmières vérifiaient sans cesse avec des expressions de plus en plus inquiètes. « Tu t'en sors très bien, » dit Emma en tamponnant le front de Sarah avec un linge frais. Elle n'avait pas quitté Sarah depuis leur arrivée 2 heures plus tôt. « Respire profondément. »« C'est trop tôt, » haleta Sarah. « Il n'est pas prêt. Je ne suis pas prête. » Le docteur Patricia Holbrook était arrivé peu après eux, non pas en tant que thérapeute de Sarah, mais en tant que personne de soutien.
Sarah, écoutez-moi, dit-elle d'une voix calme et professionnelle. Votre bébé a 37 semaines. Il est à terme. Il est prêt. Et vous aussi. Une autre contraction frappa et Sarah poussa un cri. La douleur était différente de ce à quoi elle s'attendait, pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Tout allait trop vite. L'agression, la révélation au sujet d'Emma, le travail. Son esprit était incapable de tout assimiler. « Où est Rebecca ?» demanda Sarah entre deux contractions. « Elle s'occupe de tout au tribunal », répondit Emma. « Madison est officiellement inculpée et il y a beaucoup de papesses. Elle m'a dit de te dire de ne t'inquiéter de rien, sauf de mettre ce bébé au monde. » Une infirmière entra pour vérifier la dilatation de Sarah. « 7 centimètres, annonça-t-elle. Vous progressez rapidement. Le médecin va bientôt arriver. » L'infirmière quitta la pièce et Sarah saisit la main d'Emma. « Parle-moi de notre père. Parle-moi du juge Patterson. » Emma hésita. « Tu es sûr que tu veux en parler maintenant? J'ai besoin de me concentrer sur autre chose que la douleur. S'il te plaît. » Emma s'assit sur le bord du lit, toujours en tenant la main de Sarah. « Notre mère, Helen, a eu une brève relation avec William Patterson avant d'épouser ton père. Elle était jeune et travaillait comme sténodactylo au tribunal. C'était un jeune avocat brillant et ambitieux. Ils sont tombés amoureux, mais sa famille n'approuvait pas leur union. Elle n'était pas de la bonne classe sociale. Sarah écoutait, essayant d'imaginer sa mère comme une jeune femme amoureuse. Helen n'avait jamais parlé d'un homme avant le père de Sarah. Elle était partie sans lui dire qu'elle était enceinte. Emma poursuivit. Elle a déménagé dans un autre État, m'a mise au monde et m'a élevée seule pendant 5 ans. Puis elle a rencontré ton père, David Parker. Ils se sont mariés et elle t'a eu. Je pense qu'elle voulait nous offrir à tous les deux la famille qu'elle n'avait jamais eue. Mais pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de toi? Demanda Sarah, qui se crispa lorsqu'une nouvelle contraction la parcourut. Emma l'aida à respirer avant de répondre. Ton père ne voulait pas de moi. Il tolérait ma présence, mais m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas sa fille. Quand ils ont divorcé, j'avais 12 ans et toi 7. L'accord de garde m'a confié à notre mère à temps partiel, et ton père a obtenu ta garde principale. Il ne voulait pas que nous ayons de contact. C'est pour ça que je me souviens à peine de toi, murmura Sarah. Maman parlait parfois d'une grande sœur, mais papa disait qu'elle se trompait. Elle ne se trompait pas. Elle avait le cœur brisé. Elle m'écrivait sans cesse des lettres à ton sujet. Elle disait que tu étais intelligente et gentille. Elle a gardé toutes tes faux photos, toutes tes bulletins scolaires. Quand elle est morte, elle m'a laissé une boîte remplie de souvenirs de toi. Les larmes coulaient sur le visage de Sarah, se mêlant à la sueur, et notre père, le juge Patterson. J'ai découvert son existence après la mort de maman. Elle m'a laissé une lettre où elle m'expliquait tout. Je l'ai contacté il y a 6 mois. Il a été choqué, mais il m'a immédiatement accepté. Il essaye de rattraper le temps perdu. Il est au courant pour moi. Emma secoua la tête. Je voulais lui dire, mais ensuite j'ai appris ta situation avec Richard. Je pensais que tu avais déjà assez de soucis comme ça. J'avais prévu de vous le dire à tous les deux après le divorce. La porte s'ouvrit et un médecin entra, mais ce n'était pas l'obstétricien auquel Sarah s'attendait. C'était un homme plus âgé, aux yeux bienveillants et aux mains douces. « Madame Mitchell, je suis le Dr. Anderson. Le Dr. Kumar est en chirurgie d'urgence. C'est donc moi qui vais mettre votre bébé au monde. » « Comment ça se passe? J'ai peur, » admit Sarah. « C'est tout à fait normal, dit-il en consultant son dossier. Je comprends que vous ayez vécu une journée très traumatisante, mais le cœur de votre bébé bat fort et tout se passe bien. Nous allons prendre soin de vous deux. » Alors qu'il l'examinait, le téléphone de Sarah vibra. Emma vérifia le message et eut le souffle coupé. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Sarah. « C'est Rebecca. Madison parle. Elle avoue tout, y compris... » dit Emma avant de s'interrompre. « Y compris quoi? Y compris ce qui est arrivé à la deuxième femme de Richard. Sarah, elle l'a poussée dans les escaliers alors qu'elle était enceinte. Le bébé est mort et la femme s'est suicidée. Madison et Richard ont étouffé l'affaire. Sarah se sentit mal. Oh mon Dieu, il savait de quoi elle était capable et il l'a mise près de moi. Ne pensez pas à ça maintenant, intervint le Dr. Holbrook. Concentrez-vous sur votre respiration. Concentrez-vous sur votre bébé. Mais Sarah ne pouvait s'empêcher d'y penser. Le schéma était clair maintenant. Richard choisissait des femmes jeunes et vulnérables, les utilisait, puis les jetait quand quelqu'un de plus intéressant se présentait.
Et Madison avait été sa complice consentante, éliminant les obstacles. J'aurais pu être la prochaine, murmura Sarah. Mais tu ne l'as pas été, dit Emma fermement. Vous êtes ici, vous êtes en sécurité, et vous êtes sur le point de mettre au monde un magnifique bébé. Une autre contraction survint. Celle-ci était si forte que Sarah hurla. Le docteur Anderson l'examina à nouveau. 10 centimètres. Il est temps de pousser. L'heure qui suivit fut un mélange confus de douleur et d'effort. Sarah poussa de toutes ses forces. Emma lui tenait une jambe et une infirmière l'autre. Le docteur Holbrook se tenait près de sa tête et l'encourageait à chaque poussée. « Je n'y arrive pas », sanglota Sarah après ce qui lui sembla être la 100e poussée. « Je ne suis pas assez forte. »« Si tu le peux, » dit Emma avec fougue. « Tu as survécu, Richard. Tu as survécu à Madison. Tu as survécu à des années d'abus. Tu peux le faire. Pense à ta mère, ajouta le docteur Holbrook. Pense à la force d'Helen. Elle est en toi. Sarah pensa à sa mère, au secret qu'elle avait gardé, à la douleur qu'elle avait endurée. Elle pensa à la sœur qu'elle avait perdue et retrouvée. Elle pensa à son père et qu'elle n'avait jamais connu, qui la regardait depuis la salle d'audience, et qu'elle trouva une réserve de force qu'elle ne se savait pas posséder. Encore un gros effort, l'encouragea le docteur Anderson. La tête est presque sortie. Sarah poussa de toutes ses forces, poussant un cri primal qui lui déchira la gorge. Puis, soudain, la pression disparut, remplacée par un petit être maigre et en colère. « C'est un garçon, docteur », annonça Anderson en posant le bébé qui gigotait et pleurait sur la poitrine de Sarah. Un garçon parfait et en bonne santé. Sarah regarda son fils à travers ses larmes de joie et d'épuisement. Il était petit mais parfait, avec une touffe de cheveux noirs et de minuscules poings qui s'agitaient en signe de protestation contre sa venue au monde. Dès qu'il fut posé sur sa poitrine, il cessa de pleurer, comme s'il reconnaissait les battements de son cœur. « Il est magnifique », murmura Emma, le visage baigné de larmes. « Comment va-t-il s'appeler » Sarah n'avait pas encore décidé. Elle avait hésité entre plusieurs prénoms pendant des mois. Mais en le regardant maintenant, elle savait. « William », dit-elle doucement. « William Patterson Parker, comme ses deux grands-pères. » Emma porta la main à sa bouche. « Sarah, il doit savoir d'où il vient. Tout, le bon et le mauvais. » Le docteur Holbrook sourit. « Votre mère serait si fière. » Pendant que les infirmières nettoyaient et mesuraient le petit William, le téléphone de Sarah sonna. Emma répondit et s'éloigna pour parler. Lorsqu'elle revint, elle était pâle. C'était Rebecca. Richard avait été arrêté. Madison avait fourni à la police suffisamment de preuves pour l'inculper de complicité de meurtre. Et Sarah, le juge Patterson, sait que tu es sa fille. Rebecca a dû lui dire pour expliquer pourquoi elle avait besoin d'une ordonnance d'urgence pour obtenir la garde. Qu'a-t-il dit? Il est en route si tu ne veux pas le voir. Non, l'interrompit Sarah. Je veux le voir. William doit connaître son grand-père. 1 heure plus tard, après que Sarah eut été transférée dans une salle de réveil et que William eut été nourri pour la première fois, on frappa doucement à la porte. Le juge Patterson entra, toujours en robe, le visage empreint d'émotion. Sarah ne savait pas à quoi penser. Il se tenait au pied du lit, semblant ne pas trouver les mots. Finalement, il parla d'une voix étranglée par l'émotion. « J'avais 2 filles. Tout ce temps, j'avais 2 filles et je ne le savais pas. »« Maman ne vous l'a jamais dit ?» demanda Sarah. Il secoua la tête. « Après qu'Emma m'ait retrouvé, je me demandais si Helen avait d'autres enfants, mais je n'aurais jamais imaginé. Vous étiez dans ma salle d'audience aujourd'hui. Ma fille souffrait devant moi et je ne savais pas. Vous m'avez protégé malgré tout, fit remarquer Sarah, même sans le savoir. Je peux? » Il fit un geste vers le bébé. Sarah acquiesça et Emma déposa délicatement William dans les bras de son grand-père. Le juge Patterson regarda son petit-fils avec émerveillement. « Il porte votre prénom, » dit Sarah doucement. « Et de mon père adoptif. Je veux qu'il connaisse toute l'histoire de sa famille. » Helen aurait adoré ça, dit le juge Patterson, la voix brisée. « Elle a toujours voulu que nos familles soient ensemble. »« Nous le sommes maintenant, » dit Emma en passant un bras autour de Sarah. « Peut-être pas comme elle l'avait imaginé, mais nous étions là. Y assis ensemble, 3 générations unies par des secrets, de la douleur et finalement de l'amour. » Sarah ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, l'espoir. La route serait difficile. Il y aurait des épreuves, au sens propre comme au figuré.
Richard et Madison devraient répondre de leurs actes devant la justice. Sarah devrait reconstruire sa vie en tant que mère célibataire. Mais elle n'était pas seule. Elle avait une sœur qui l'avait recherchée, un père qui l'avait protégée sans le savoir, et un fils qui grandirait entouré d'amour plutôt que d'abus narcissiques. Le bébé remua dans les bras de son grand-père, et le juge Patterson se mit à fredonner doucement une vieille berceuse que Sarah reconnut avec surprise. Sa mère fredonnait souvent cette mélodie. « C'est maman qui vous l'a apprise ?» demanda Emma, qui semblait la reconnaître elle aussi. « Non », répondit doucement le juge Patterson. « C'est moi qui la lui ai apprise. » Elle a dû s'en souvenir. À cet instant, Sarah comprit que l'amour pouvait transcender le temps, les secrets et même la mort. Sa mère lui avait donné plus qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La protection d'une sœur, la justice d'un père et la force de tenir tête à ceux qui voulaient lui faire du mal. 3 jours après la naissance de William, Sarah était assise dans son lit d'hôpital, enfin capable d'assimiler tout ce qui s'était passé. La petite chambre était devenue une sorte de sanctuaire, remplie de fleurs envoyées par des sympathisants et gardée par la sécurité de l'hôpital depuis que l'arrestation de Richard avait fait la une des journaux nationaux. Emma était arrivée tôt ce matin-là avec du café et des bagels, une routine qu'elles avaient rapidement mise en place. Elle se déplaçait dans la pièce avec une aisance familière, ajustant les stores et rangeant la pile de documents juridiques qui semblaient s'agrandir de jour en jour. Les médias parlent de la gifle qui a fait le tour du monde, dit Emma en montrant son téléphone à Sarah. La vidéo est devenue virale. Elle a déjà été vue 20 millions de fois, dit Sarah en grimaçant. Il y a une vidéo prise par une caméra de sécurité du tribunal. Cela joue en notre faveur. L'opinion publique est entièrement de votre côté. Madison attaquant une femme enceinte au tribunal. Même l'équipe de relations publiques de Richard ne peut pas déformer cela. Le petit William remua dans son berceau, émettant de petits bruits de succion. Sarah se pencha vers lui. Toujours émerveillée par le sentiment naturel qu'elle éprouvait en tant que mère. Quelles sont les dernières nouvelles de Rebecca? L'expression d'Emma s'assombrit. La caution de Richard a été fixée à 5 millions. Il l'a immédiatement versée. Bien sûr, celle de Madison a été fixée à 500 000, mais personne ne s'est présenté pour la payer. Donc elle est toujours en prison et elle chante comme un canari. L'inspecteur Roberts dit qu'elle leur a donné suffisamment d'informations pour envoyer Richard en prison pour 20 ans, fraude financière, complot et potentiellement des accusations de meurtre pour sa deuxième femme. Sarah a réajusté la position de Williams, le laissant s'occuper de l'enfant. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il savait quand Madison a dit qu'elle l'avait déjà fait. N'y pense pas, dit Emma fermement, en s'asseyant sur le lit à côté d'elle. Concentre-toi sur ce petit bonhomme et sur son rétablissement. Je n'arrive pas à m'empêcher d'y penser. Et si je n'avais pas découvert la liaison? Et si j'étais resté, est-ce que j'aurais été la prochaine? Emma lui prit la main. Mais tu n'es pas resté. Tu t'es enfui. Tu es en sécurité grâce à toi. Si tu n'étais pas venu au tribunal, je serais venu plus tôt. Je t'ai observé pendant des semaines pour trouver comment t'aborder. J'avais peur que tu me rejettes. Sarah lui serra la main. Comment aurais-tu pu me rejeter? Tu es ma sœur, la sœur que j'ai toujours voulu, mais que je croyais imaginaire. Elles restèrent assises dans un silence confortable pendant un moment, regardant William allaiter. Puis Emma reprit la parole, d'une voix hésitante. « Je peux te dire pourquoi je suis devenue avocate. » Sarah acquiesça, sentant que c'était important. « Quand j'avais 15 ans, j'étais dans une relation abusive, commença Emma. Il était plus âgé, il avait 18 ans. Tout le monde le trouvait parfait. Il avait de bonnes notes, était un athlète vedette, charmant, mais derrière des portes closes. Il était contrôlant, manipulateur. Il m'isolait de mes amis, surveillait mon téléphone, me disait que je n'étais rien sans lui. Sarah eut le cœur brisé pour sa sœur. Emma. Cela a duré 1 an avant que maman ne le découvre. Elle se doutait de quelque chose, mais j'étais doué pour cacher les bleus. Quand elle les a enfin vus, elle n'a pas hésité. Elle s'est rendue au poste de police et a porté plainte. Puis elle m'a trouvé le meilleur thérapeute et le meilleur avocat qu'elle pouvait se permettre. Qu'est-il arrivé à ton frère? Il a plaidé coupable pour délit mineur et a été condamné à une peine avec sursis. Mais maman s'est assurée que tout le monde sache ce qu'il avait fait. Elle m'a protégé farouchement.
Même quand j'étais en colère contre elle pour avoir ruiné ma vie, comme je le disais à l'époque, Emma avait le regard distant, perdu dans ses souvenirs. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit, les femmes doivent se protéger les unes les autres, car le monde ne le fera pas pour nous. Nous sommes le filet de sécurité les unes des autres. Ça ressemble à maman, a dit Sarah doucement. Elle parlait de toi sans arrêt à cette époque. Elle disait qu'elle aurait aimé que tu me connaisses, que tu me soutiennes. Elle disait que les sœurs étaient censées affronter ces choses ensemble. Et maintenant, c'est ce que nous faisons, a dit Sarah. Avec 20 ans de retard. Emma rit en essuyant ses larmes. Mieux vaut tard que jamais. On frappa à la porte et Rebecca Taylor entra, l'air très imposante malgré une nuit blanche. « Bonjour, mesdames. Comment va notre petite guerrière? » Elle sourit à William, qui avait fini de téter et dormait paisiblement. « Parfait, » répondit Sarah. « Quelles sont les nouvelles? » Le sourire de Rebecca se fit plus agressif. « Oh, j'ai une très bonne nouvelle. Les avoirs de Richard ont été gelés dans l'attente de l'enquête pénale. Les experts comptables ont découvert des comptes cachés d'une valeur de plusieurs millions qu'ils n'avaient pas déclarés. Il s'agit d'une fraude financière massive. Qu'est-ce que cela signifie pour le divorce? Cela signifie que vous obtiendrez tout ce que vous méritez, et même plus. Mais ce n'est pas le meilleur. Rebecca sortit sa tablette. Les aveux de Madison comprenaient des détails sur les pratiques commerciales de Richard. Apparemment, il utilisait son entreprise pour blanchir l'argent de personnes très peu recommandables. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Du blanchiment d'argent. Le FBI est désormais impliqué. Richard Mitchell va tomber, et il va tomber de haut. Emma siffla doucement. Il se croyait vraiment intouchable. Les hommes comme lui se croient toujours intouchables, dit Rebecca, jusqu'à ce qu'ils se heurtent à des femmes qui refusent d'être des victimes. Le docteur Patricia Holbrook entra alors, portant un petit ours en peluche. « J'espère que je ne dérange pas. Je voulais prendre des nouvelles de mon patient préféré. Nous discutions justement de la chute imminente de Richard, dit Emma avec satisfaction. Le docteur Holbrook posa l'ourson dans le berceau de Williams. « Comment vis-tu tout cela, Sarah? Cela fait beaucoup de changements en très peu de temps. » Sarah réfléchit à la question. « Je me sens libre. Pour la première fois depuis 3 ans, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Est-ce mal? Devrais-je me sentir coupable? » « Pourquoi vous sentiriez-vous coupable? » demanda le docteur Holbrook. « Parce que je l'ai aimé, ou du moins je le croyais, et maintenant sa vie est détruite. Il a détruit sa propre vie, dit Rebecca fermement. Vous avez simplement cessé de le laisser détruire la vôtre. Elle a raison, acquiesça le docteur Holbrook. Ce que vous ressentez est tout à fait normal. Vous pleurez la relation que vous pensiez avoir tout en célébrant votre libération de ce qu'elle était réellement. Le juge Patterson apparut dans l'embrasure de la porte, un bouquet de roses hérissées à la main. « Je suis désolé, ce n'est pas le bon moment. »« Papa. » Emma se leva pour le serrer dans ses bras. Sarah trouvait encore étrange d'entendre Emma l'appeler ainsi, de voir leur affection si naturelle. « Comment vont mes filles aujourd'hui? » demanda-t-il, le regard tendre posé sur Sarah et William. « On va bien, » répondit Sarah, qui s'habituait encore à avoir une figure paternelle dans sa vie. William mange bien et dort mieux. « Je peux? » Il fit un geste vers le bébé. Sarah acquiesça et il prit délicatement son petit-fils dans ses bras, le tenant avec une aisance acquise par l'habitude. « Vous avez déjà fait ça, remarqua-t-elle. Emma avait de terribles coliques quand elle était bébé, dit-il, puis il se reprit. Enfin, c'est ce que votre mère m'a dit quand nous nous sommes revus brièvement quand Emma avait environ 1 an. J'ai pu la tenir dans mes bras plusieurs fois avant qu'elle ne disparaisse à nouveau. Emma termina. « Ce n'est pas grave, papa. Nous avons tous fait ce que nous pensions être le mieux à l'époque. » Alors que le juge Patterson berçait William, le téléphone de Rebecca vibra. Elle le consulta et eut le souffle coupé. « Quoi encore? » demanda Sarah, presque effrayée de le savoir. « L'avocate de Madison vient de me contacter. Elle veut passer un accord. Un témoignage complet contre Richard en échange d'une réduction de peine. Quel genre de témoignage? » demanda Emma. « Tous les crimes, toutes les liaisons, toutes les manipulations financières. Elle a des enregistrements. Sarah, elle avait secrètement enregistré Richard pendant des années par mesure de sécurité. La pièce devint silencieuse tandis qu'ils assimilaient cette information. Elle avait l'intention de le faire chanter, dit Sarah lentement.
C'est pour ça qu'elle était si confiante. Exactement. Mais elle n'avait pas prévu qu'il la jetterait sous le bus dès qu'elle deviendrait gênante. Le juge Patterson s'exprima avec prudence. Je ne devrais pas commenter une affaire en cours, mais en tant que grand-père, j'espère que justice sera rendue. Elle le sera, promit Rebecca. Je m'en assurerai. Le docteur Holbrook regarda sa montre. Je dois y aller, mais Sarah, j'aimerais vous voir la semaine prochaine pour une séance. Vous allez avoir besoin d'aide pour surmonter tout cela. Après son départ, Sarah regarda autour d'elle les personnes qui l'entouraient, sa sœur, son père, son avocate. 6 mois plus tôt, elle se sentait complètement seule. Maintenant, elle avait une vraie famille qui avait choisi de la soutenir. « Je veux créer une fondation », dit soudain Sarah. Tout le monde se tourna vers elle. Pour les femmes comme moi, les jeunes femmes piégées dans des relations abusives qui pensent qu'elles n'ont pas d'autre choix. Je veux utiliser l'argent que j'obtiendrai de Richard pour aider d'autres femmes à s'échapper. Le visage d'Emma s'illumina. Je vais t'aider. Je peux fournir des services juridiques. Je peux te mettre en contact avec d'autres juges et professionnels du droit qui soutiendraient cette cause, ajouta le juge Patterson. Et je veillerai à ce que tu reçoives suffisamment d'argent pour faire une réelle différence, dit Rebecca avec un sourire de requin. William émit un petit son et Sarah baissa les yeux vers lui. Ton papa est peut-être un criminel narcissique, mais tu vas grandir entouré de gens qui se battent pour la justice. Tu apprendras que la vraie force ne consiste pas à contrôler les autres. Elle consiste à les élever. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres de l'hôpital, tandis que Sarah se préparait à sortir. William, âgé maintenant de 5 jours, dormait paisiblement dans son siège auto tandis qu'Emma aidait à emballer les cadeaux et les fleurs qui s'étaient accumulés. L'attention des médias avait été écrasante. Tous les grands médias voulaient interviewer la femme dont l'audience de divorce avait révélé un complot meurtrier. « La voiture est prête », dit Emma en fermant le dernier sac. « La sécurité nous escortera jusqu'au parking. Il y a encore des journalistes partout. » Sarah acquiesça en ajustant une dernière fois la couverture de William. Elle était nerveuse à l'idée de quitter la sécurité de l'hôpital, mais le Dr. Anderson les avait autorisés tous les deux à sortir. Attendez. Une voix familière les appela depuis l'embrasure de la porte. Le juge Patterson se tenait là, l'air inhabituellement indécis. « Puis-je vous parler en privé un instant, Sarah? » Emma commença à s'éloigner, mais Sarah la retint. « Reste, s'il te plaît. Nous sommes de la même famille. » Le juge Patterson entra et referma la porte derrière lui. Il semblait avoir du mal à trouver ces mots, si différents de ceux qu'il employait habituellement au tribunal. « J'ai pensé à votre mère, dit-il enfin, à Helen, au choix qu'elle a fait. » Sarah attendit, sentant que c'était important. « Elle est venue une fois dans mon tribunal, poursuivit-il. Il y a environ 15 ans, tu avais 13 ans. C'était une audience pour modifier la garde. Ton père voulait déménager hors de l'État avec toi. » Sarah retint son souffle. « Je m'en souviens. Papa disait que maman était déraisonnable. Elle s'est battue comme une lionne pour toi. Elle s'est représentée elle-même parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer un avocat. À l'époque, je ne savais pas qui elle était pour moi, bien sûr, mais je me souviens avoir été impressionné par sa détermination. A-t-elle obtenu gain de cause en partie? J'ai rejeté la demande de déménagement, mais j'ai dû maintenir l'accord de garde. Votre père avait de meilleures ressources, un foyer stable. Votre mère avait des difficultés financières. Sa voix s'est épaissie de regrets. Si j'avais su qu'elle était l'Ellen que j'avais aimée, si j'avais su que tu étais ma fille. Vous ne pouviez pas le savoir, dit Sarah doucement, mais j'aurais dû le voir. Tu as ses yeux, son menton et la façon dont tu t'es tenu dans ma salle d'audience pendant l'audience. C'était exactement comme elle se tenait ce jour-là, digne malgré tout. Emma s'approcha de son père. « Papa, tu ne peux pas te torturer avec des « si ». J'avais 2 filles dont je ne savais rien. Helen se débattait seule pendant que je faisais carrière. Que je réussissais, j'aurais pu l'aider. Elle a fait son choix, dit Sarah, surprise par l'absence d'amertume dans sa voix. Maman était fière. Elle n'aurait pas voulu l'aide de quelqu'un qu'elle avait abandonné. Le juge Patterson sortit une enveloppe usée de sa veste. Elle m'a envoyé cette lettre 1 mois avant de mourir. Je l'ai gardée depuis qu'Emma m'a retrouvé, mais je n'ai pas eu le courage de l'ouvrir. Il la tendit à Sarah. Son nom était écrit sur le devant, de la main distinctive de sa mère. Les doigts tremblants, Sarah ouvrit l'enveloppe.
À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier couverte de l'écriture soignée de sa mère. Mon très cher William, si tu lis ceci, c'est qu'Emma t'a retrouvé, comme je savais qu'elle le ferait. Elle est comme toi, déterminée, brillante. Incapable de laisser un mystère sans réponse. Il y a autre chose que tu dois savoir. Tu as une autre fille. Sarah est ta fille. Même si elle ne le sait pas, David Parker a accepté de l'élever comme sa propre fille en échange de mon silence sur ses affaires. Cela semblait être la meilleure solution à l'époque. J'étais jeune et stupide, et je pensais protéger tout le monde. Mais j'avais tort. Je t'ai privé de 2 filles. Je les ai privées d'un père et l'une de l'autre. C'est mon plus grand regret. Sarah est spéciale. William, elle a ton sens de la justice, mais aussi une gentillesse qui la rendra vulnérable à ceux qui voudront en profiter. Si tu lis ceci, je ne suis plus là et elle est seule. Je t'en prie, si tu peux trouver la force dans ton cœur, veille sur elle. Elle aura besoin de protection, même si elle ne saura pas la demander. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. À toi pour toujours, Helen. La lettre tremblait dans les mains de Sarah. Elle savait. Elle savait que vous vous retrouveriez. Le juge Patterson pleurait ouvertement maintenant, ce que Sarah soupçonnait qu'il faisait rarement. Elle avait essayé de me le dire tant de fois. Il y avait eu des coupes de fil où elle commençait à dire quelque chose puis s'interrompait. Maintenant, je comprends. On ne peut pas changer le passé, dit Emma, la voix étranglée par l'émotion. Mais nous sommes là maintenant, tous ensemble. William choisit ce moment pour se réveiller, et son petit cri emplit la pièce. Sarah le souleva de son siège auto et le serra contre elle. « Votre petit-fils a besoin de vous, » dit-elle au juge Patterson. « Nous avons tous les deux besoin de vous. Peu importe comment nous en sommes arrivés là. Ce qui compte, c'est que nous sommes une famille maintenant. » Le juge Patterson s'approcha, sa main hésitant au-dessus de la tête de William. « Je veux être un bon grand-père, un bon père, mais je ne sais pas comment faire. J'ai été juge pendant si longtemps, j'ai oublié comment être simplement un être humain. Vous m'avez protégé dans cette hall d'audience. Vous m'avez protégé avant même de savoir. C'est ça, être un père. Et vous avez été merveilleux avec moi, ajouta Emma. Patient, gentil, rattrapant le temps perdu sans trop insister. Vous êtes trop généreuse, dit-il. Mais Sarah voyait à quel point ses paroles le touchaient. Rebecca Taylor entra sans frapper, le visage sombre. Nous avons un problème. Tout le monde serait dit. Richard est en liberté sous caution et il donne des interviews. Il déforme les faits, prétendant que Madison l'a manipulé, qu'il est aussi une victime. Certaines personnes le croient. Sarah sentit la panique familière lui monter à la poitrine. Il essaie de contrôler le récit. Pas sous ma surveillance, dit Rebecca fermement. J'ai organisé une interview pour vous, une seule, avec un journaliste en qui j'ai confiance. Nous raconterons votre histoire, toute votre histoire, puis nous laisserons la justice suivre son cours. Je ne sais pas si je suis prête. Tu l'es, l'interrompit Emma. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Elle a raison, dit le juge Patterson. Et tu ne seras pas seul. Nous serons tous là avec toi. Sarah baissa les yeux vers William, qui la regardait avec un regard vague. Pour lui, elle était capable de tout. Quand elle demanda à Rebecca, « Demain après-midi, chez Emma, en terrain neutre, dans un cadre confortable. » « À propos, dit Emma, vous venez toutes les deux chez moi. J'ai beaucoup de place. Vous ne devriez pas rester seule. » Sarah commença à protester, mais Emma la coupa. « Maman me hanterait si je te laissais aller ailleurs. De plus, William doit connaître la maison de sa tante. Ce sera sa deuxième maison. » Alors qu'elle se préparait à partir, l'inspectrice Michelle Roberts arriva. « Madame Mitchell, je suis désolé de vous déranger, mais j'ai des nouvelles. »« Bonnes ou mauvaises ?» demanda Sarah, lasse. « Les deux. Madison a accepté de témoigner. Elle nous a tout donné, des documents, des enregistrements, même des vidéos. Richard va passer très longtemps en prison. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il liquide rapidement ses actifs pour essayer de cacher son argent à l'étranger. Nous essayons de l'en empêcher, mais il a déjà causé des dégâts. » Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent. « Combien? » « Environ 10 millions pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes sur le coup. Et avec les comptes cachés que nous avons trouvés, il restera encore beaucoup pour Mme Mitchell et William. »« Ce n'est pas une question d'argent, » dit Sarah doucement. « Ça ne l'a jamais été. C'est une question de justice, et vous aurez les deux, dit le juge Patterson, avec l'autorité de sa fonction.
Je vais peut-être devoir me récuser dans cette affaire pénale, mais j'ai des collègues qui veilleront à ce que justice soit faite. » Alors qu'ils se dirigeaient vers le parking, entourés par les agents de sécurité et leurs familles, Sarah ressentit un étrange sentiment de paix. L'homme qu'elle avait épousé s'était révélé être un monstre, mais des cendres de cette relation, elle avait gagné tellement plus. « Merci, dit-elle à Emma lorsqu'elles arrivèrent à la voiture. « Pourquoi? Pour m'avoir trouvé? Pour être ma sœur? Pour ne pas avoir abandonné? » Emma la serra dans ses bras avec précaution, consciente de la présence de William entre elles. La famille n'abandonne pas. Maman nous l'a appris. Le juge Patterson chargea les sacs dans le coffre, ressemblant davantage à un grand-père ordinaire qu'à un éminent juriste. Helen serait si fière, dit-il doucement, de vous deux. L'appartement d'Emma était une révélation. Spacieux, moderne, mais chaleureux, avec des photos partout. Sarah découvrit que beaucoup étaient d'elle, des photos qu'Emma avait trouvées ou que leur mère avait envoyées au fil des ans. C'était comme voir sa vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre. « C'est ta remise de diplôme du lycée », dit Emma en montrant une photo. Maman était si fière. Elle a pleuré pendant des heures après. Sarah suivit le contour de l'image avec son doigt. Elle avait l'air si jeune, si pleine d'espoir. Je pensais qu'elle n'était pas venue parce qu'elle s'en fichait. Ton père ne l'avait pas laissée venir. Elle a regardé depuis l'autre côté de la rue. L'interview était dans 2 heures. Rebecca avait préparé Sarah à répondre à des questions potentielles, mais rien ne pouvait vraiment la préparer à raconter son histoire au monde entier. William était en train d'être allaité lorsque la journaliste est arrivée. C'était une femme d'une 40aine d'années, Patricia Chen, avec des yeux bienveillants et réputée pour traiter les sujets sensibles avec délicatesse. « Merci de me faire confiance, » dit Patricia en installant son enregistreur. « Je tiens à ce que vous sachiez que vous avez le contrôle total. Si vous avez besoin d'arrêter à tout moment, nous nous arrêterons. » Sarah a acquiescé en ajustant William dans ses bras. Emma s'assit à côté d'elle. Le juge Patterson se tenait derrière le canapé et Rebecca se plaça de manière à ce que Sarah puisse la voir pour la soutenir. « Commençons par le début, » dit Patricia doucement. « Comment avez-vous rencontré Richard Mitchell? » Sarah prit une inspiration et commença. « J'avais 25 ans et je travaillais pour une association caritative. Il était charmant, avait du succès, tout ce que je pensais vouloir. Il m'a courtisé sans relâche. Des fleurs, des cadeaux, des voyages surprises. Je trouvais ça romantique. Maintenant, je sais que c'était du love bombing. Quand les choses ont-elles changé? Progressivement. Si progressivement que je ne m'en suis pas aperçu au début. Il faisait des remarques sur la jalousie de mes amis à l'égard de notre relation, me suggérait que je n'avais pas besoin de travailler puisqu'il pouvait tout me fournir. Avant que je m'en rende compte, j'étais isolée, dépendante financièrement et complètement sous son emprise. Parlez-moi de la violence narcissique. Sarah regarda William, puisant sa force dans son visage paisible. La violence narcissique est insidieuse car elle vous fait douter de votre propre réalité. Richard me disait que j'exagérais, que j'étais trop sensible, que j'avais de la chance qu'il me supporte. Il me punissait en ne m'adressant pas la parole pendant des jours si je n'étais pas d'accord avec lui, puis il faisait comme si de rien n'était. Et quand vous êtes tombée enceinte, il était furieux. Il m'accusait d'essayer de le piéger. C'est là que j'ai découvert l'existence de Madison. Patricia se pencha en avant. La femme qui vous a agressé au tribunal. Oui, mais j'ai appris qu'elle était plus que sa maîtresse. Elle était sa complice dans des actes terribles. Vous voulez dire la mort de sa deuxième femme? Sarah acquiesça, les larmes commençant à couler. Une jeune femme et son bébé sont morts à cause d'eux, et j'aurais pu être la prochaine. Emma lui prit la main tandis que Patricia poursuivait. Que pensez-vous de Richard maintenant? Sarah réfléchit à la question. J'ai pitié de lui. Il est tellement vide à l'intérieur qu'il doit détruire les autres pour se sentir puissant. Mais je veux aussi qu'il soit tenu responsable, pas seulement pour moi, mais pour toutes ses victimes. Et Madison, c'est une prédatrice qui a trouvé en Richard un partenaire consentant. Ils ont nourri leur pire pulsion. Patricia se tourna vers le juge Patterson. « Votre honneur, que ressentez-vous en découvrant ce lien familial dans de telles circonstances? » Le juge Patterson s'éclaircit la gorge. « Cela m'a rendu humble. J'ai passé ma carrière à rendre justice, mais je n'ai pas vu l'injustice dont ma propre fille était victime. Cela m'a amené à reconsidérer beaucoup de choses. Présiderez-vous le procès pénal? Non. Je me suis récusé
mais je fais confiance à mes collègues pour s'en occuper de manière appropriée. L'interview se poursuivit pendant 1 heure. Sarah parla de la gifle, de l'accouchement en urgence, de la découverte de sa sœur et de son père. À la fin, elle était épuisée, mais se sentait plus légère. Une dernière question, dit Patricia. Quel message souhaitez-vous adresser aux autres femmes qui se trouvent dans une situation similaire? Sarah regarda directement la caméra qui avait été installée. Vous n'êtes pas Paul. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'êtes pas chul. La honte n'est pas la vôtre. Elle appartient à votre agresseur et vous méritez tellement mieux. Il y a des gens qui vous croiront, vous soutiendront et vous aideront à vous échapper. N'hésitez pas à demander de l'aide. Votre vie vous attend de l'autre côté de la peur. Après le départ de Patricia, elles restèrent assises en silence pendant un moment. Puis le téléphone de Rebecca a explosé de notifications. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a demandé Emma. Rebecca faisait défiler rapidement les messages. L'interview ne sera diffusée que demain, mais quelqu'un a divulgué qu'elle avait eu lieu. Richard est en train de s'effondrer sur les réseaux sociaux. Elle leur a montré ces messages incohérents. Des messages furieux dans lesquels il se dit persécuté, traite Sarah de croqueuse de diamants et dénonce l'injustice de la situation. Il est en train de se détruire, a observé le juge Patterson. Aucun avocat ne lui aurait conseillé cela. James Bradley l'a laissé tomber ce matin, dit Rebecca avec satisfaction. Personne ne veut être associé à lui maintenant. William se mit à pleurer et Sarah se leva pour l'emmener faire un tour dans l'appartement. En passant devant la fenêtre, elle vit une foule se rassembler dehors. Emma, regarde. Emma la rejoignit à la fenêtre. En bas, des femmes brandissaient des pancartes. Justice pour Sarah. Protégez les femmes enceintes. Croyez les survivantes. Elles vous soutiennent, dit Emma, émerveillée. Elles nous soutiennent toutes, corrigea Sarah. Toutes les femmes qui ont vécu ce que j'ai vécu. Le lendemain matin, l'interview fut diffusée. En quelques heures, elle fut vue des millions de fois. La réaction fut impressionnante. Des milliers de femmes partagèrent leur histoire, offrirent leur soutien et réclamèrent justice. Mais la véritable victoire eut lieu cet après-midi-là, lorsque le détective Roberts appela. « On l'a eu », dit-elle simplement. Richard a été arrêté pour complot en vue de commettre un meurtre, blanchiment d'argent et fraude. Pas de caution cette fois-ci. Il ne sortira pas. Sarah s'effondra sur le canapé, William dans ses bras. C'est fini. L'affaire pénale ne fait que commencer, mais oui, il va passer longtemps derrière les barreaux. Après avoir raccroché, Sarah regarda sa famille réunie. « Je veux aller au tribunal. »« Pourquoi ?» demanda Emma. « Pour le voir se faire arrêter. Pour le regarder dans les yeux une dernière fois. » Le juge Patterson se leva. « Alors nous y allons ensemble. » Le tribunal était encerclé par les médias et les sympathisants. Lorsque leur voiture s'arrêta, la foule s'écarta respectueusement. Des femmes tendirent la main pour toucher Sarah doucement, lui offrant des mots d'encouragement. À l'intérieur, ils trouvèrent un endroit d'où ils pouvaient voir Richard être amené. Il était menotté, son costume coûteux froissé, le visage hagard. Lorsqu'il aperçut Sarah, il tenta de se jeter sur elle, mais les policiers le retinrent. « C'est toi qui as fait ça !» cria-t-il. « Tu as tout gâché. » Sarah s'avança, William bien serré dans ses bras, Emma et le juge Patterson à ses côtés. « Non, Richard, c'est toi qui as fait ça. Chaque choix, chaque cruauté, chaque crime, tout vient de toi. Tu n'es rien sans moi. Tu n'étais personne avant de moi et tu ne seras personne après. » Sarah sourit alors, un sourire sincère qui sembla le troubler. « Tu te trompes. J'étais quelqu'un avant que tu n'essayes de me détruire. Et je suis définitivement quelqu'un maintenant. Je suis une survivante, une mère, une sœur, une fille. Je suis libre. » Alors que les policiers l'emmenaient, toujours en criant, Sarah se tourna vers sa famille. « Allons rentrer à la maison. » Dehors, la foule avait grossi. Quelqu'un se mit à applaudir, puis d'autres, jusqu'à ce que le bruit devienne assourdissant. Sarah se tenait sur les marches du tribunal, les mêmes marches où sa vie avait basculé quelques jours auparavant, et leva la main en signe de reconnaissance. « Sarah, Sarah, Sarah !» scandait la foule. « Tu es devenue un symbole !» lui dit Emma à l'oreille. « Alors j'ai intérêt à en être digne », répondit Sarah. Rebecca apparut à leur côté. « Les documents pour la fondation sont prêts, dès que vous voulez, et Sarah Madison souhaite vous rencontrer. » Sarah sentit son estomac se nouer. « Pourquoi? » Elle dit qu'elle a quelque chose d'important à vous dire, quelque chose à propos de votre mère.
La rencontre avec Madison fut fixée à la semaine suivante à la prison du comté. Sarah se demanda longuement si elle devait y aller, mais finalement, la mention de sa mère la décida. Emma insista pour l'accompagner et Rebecca organisa la sécurité. Madison avait l'air différente dans sa combinaison orange, plus petite, sans ses vêtements de marque et son maquillage soigné. Ses yeux, cependant, restaient calculateurs. « Merci d'être venu, » dit Madison d'une voix dépourvue de son venin habituel. « Vous avez 5 minutes, » répondit Sarah froidement. Madison rit amèrement. Toujours aussi convenable, c'est ce qui plaisait à Richard au début. Tu sais, la petite femme parfaite qui ne le contredisait jamais. 4 minutes et 40 secondes. Très bien, ta mère est venue me voir il y a 2 ans. Sarah retint son souffle. C'est impossible. Elle était déjà malade, mais elle le cachait bien. Elle savait pour Richard et moi. Elle avait engagé un détective privé. Emma se pencha en avant. Pourquoi est-elle venue te voir? Pour me prévenir. Tu peux croire qu'elle voulait me prévenir à propos de Richard? Elle a dit qu'elle avait vu ce qu'il avait fait à sa deuxième femme, qu'elle soupçonnait ce que nous avions fait et qu'elle ne voulait pas qu'une autre femme meure. Les mains de Sarah tremblaient. Ma mère a essayé de te sauver. Je lui ai ri au nez. Je lui ai dit qu'elle était une vieille femme pathétique dont la fille avait fait un mariage avantageux. Mais elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « Les femmes comme toi pensent qu'elles sont des prédatrices, mais vous n'êtes que des victimes en puissance. Il finira par se retourner contre toi aussi. » Elle avait raison, fit remarquer Emma. Le visage de Madison se déforma. Elle m'a laissé sa carte, m'a dit de l'appeler si j'avais besoin d'aide, mais je l'ai jetée. Mais après que Richard m'ait abandonné dans cette salle d'audience, je me suis souvenu de ses paroles. « Pourquoi tu me racontes ça? » demanda Sarah. « Parce que je veux que tu saches que ta mère avait tout vu. Elle savait qui était Richard, qui j'étais, et elle a quand même essayé de protéger tout le monde, même moi. Ça demande une force que je ne comprends pas. » Madison a fouillé dans sa poche et en a sorti une petite clé. Elle m'a dit de te la donner si quelque chose lui arrivait. Je l'ai gardée. Ne me demande pas pourquoi. Le garde a autorisé Rebecca à prendre la clé et à la passer à Sarah. C'était une petite clé en laiton avec un numéro gravé dessus. Un coffre-fort. Rebecca a dit « On dirait celui de la First National Bank. » Sarah a fixé la clé du regard, puis elle s'est tournée vers Madison. « C'est une sorte de jeu? » « Non, ta mère était la seule personne qui m'ait jamais regardé comme un être humain et non comme une menace ou un outil. Je lui dois bien ça. » En quittant la prison, Sarah serrait la clé dans sa main. « Nous devons aller à la banque immédiatement. » La First National Bank était une vieille institution du centre-ville, toute en marbre et en acajou. Le directeur reconnut le juge Patterson et accéléra la procédure d'accès au coffre-fort. Dans la salle privée, Sarah ouvrit le coffre, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des documents, des photos et une lettre qui lui était adressée. « Ma chère Sarah, si tu lis ces lignes, c'est que je suis parti et que tu as réussi à rencontrer Madison. J'espère qu'elle t'a donné cette clé comme je te l'ai demandé, même si je sais que c'est peu probable. Cela fait 2 ans que je surveille Richard. J'ai engagé des détectives privés, rassemblé des preuves, toutes documentées. Je sais qui il est, de quoi il est capable. Je voulais te protéger, mais je savais que tu ne me croirais pas. Tu étais trop amoureuse, trop confiante. J'ai donc fait ce que j'ai pu dans l'ombre. Les preuves contenues dans cette boîte devraient t'aider si jamais tu décides de divorcer ou de porter plainte. Tu y trouveras des enregistrements, des photos, des documents financiers prouvant ses activités frauduleuses et des déclarations de femmes qu'il a blessées avant toi. J'ai également joint autre chose, des documents prouvant qui sont tes vrais parents. William Patterson est ton père biologique. J'ai joint le test ADN que j'ai fait faire quand tu étais bébé. Je suis désolé de t'avoir caché cela, mais j'étais jeune et effrayé, et je pensais protéger tout le monde. Sache que tout ce que j'ai fait, c'était par amour. Tu étais la lumière de ma vie. Ma plus grande réussite. Sois forte, ma chérie. Tu as plus d'alliés que tu ne le penses. Je t'aime de tout mon cœur, maman. Sarah s'effondra sur une chaise, bouleversée. Emma s'empara des documents et les parcourut rapidement. « Oh mon Dieu, Sarah, c'est tout. » Des photos de Richard avec des criminels notoires. Des enregistrements où il parle de blanchiment d'argent. Des preuves concernant la mort de sa deuxième femme. Ta mère a monté tout un dossier. La juge Patterson examinait les résultats du test ADN.
Elle l'avait fait faire il y a 28 ans. Elle savait depuis le début et avait gardé les preuves. Rebecca se précipita sur son téléphone. Je dois remettre ça à l'inspecteur Roberts. C'est une mine d'or de preuves. Mais Sarah lisait une autre lettre. Celle-ci était plus courte et adressée à Emma. Je sais que tu finiras par retrouver Sarah. Tu es trop têtu pour ne pas y arriver. Protège-la, je t'en prie. Elle n'a pas ta force, ton expérience dans la lutte. Sois la sœur que je n'ai pas pu te laisser être. Je t'aime, Helen. Emma pleurait maintenant, serrant la lettre dans ses mains. Elle savait que je viendrais te chercher. Elle a orchestré tout ça, dit Sarah, émerveillée. Même depuis l'au-delà, elle nous protégeait. On frappa à la porte. Le directeur de la banque entra, l'air inquiet. Juge Patterson, un certain Monsieur Mitchell est ici et exige d'accéder à ce coffre. Il dit que c'est sa femme, son ex-femme, corrigea Sarah fermement. Et il n'a aucun droit légal sur ce coffre. Dois-je appeler la sécurité? Le juge Patterson se leva. Non, je m'en occupe. Il sortit et ils entendirent sa voix autoritaire et froide. Monsieur Mitchell, vous enfreignez l'ordonnance restrictive en vous trouvant à moins de 150 mètres de Sarah. Vous avez 30 secondes pour partir avant que je ne fasse appel à la police. La réponse de Richard était inaudible, mais ils entendirent des pas s'éloigner rapidement. Le juge Patterson revint. Il est parti, mais il sait que nous avons quelque chose. Bien, dit Sarah d'une voix nouvelle, plus ferme. Laisse-le s'inquiéter. Ce soir-là, ils se réunirent dans l'appartement d'Emma pour tout examiner. Les preuves étaient accablantes. Richard passerait probablement le reste de sa vie en prison. Mais ce sont les objets personnels qui touchèrent le plus Sarah. Des photos de sa mère la regardant de loin lors de ses remises de diplôme, de ses récitals, de son mariage. Toujours là, toujours protectrice, même quand Sarah ne le savait pas. « C'était mon ange gardien », murmura Sarah. William se mit à pleurer et Sarah le prit dans ses bras. En le serrant contre elle, elle sentit la présence de sa mère. Approuvante, fière. « Nous devrions utiliser cela pour la fondation », dit soudain Sarah. Certains de ces documents détaillant les avoirs cachés de Richard. Une fois saisis, cet argent pourrait aider tant de femmes. La fondation Helen Parker, suggéra Emma, pour les femmes qui fuient la violence narcissique. Parfait, le juge Patterson approuva. L'héritage protecteur de ta mère se perpétue. Alors qu'ils planifiaient et discutaient, Sarah sentit un changement en elle. Elle n'était plus seulement une survivante. Elle devenait une guerrière, comme sa mère, comme Emma. La douleur se transformait en détermination. Son téléphone vibra, signalant un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Ce n'est pas fini, Richard, » dit Rebecca en lisant le message. « Il est désespéré. Laisse-le faire, » dit Sarah, surprise par son calme. « Il ne peut plus nous faire de mal. Maman s'en est assurée. » Elle regarda autour d'elle, sa famille, son réseau de soutien, son avenir. Richard avait essayé de la briser, mais au lieu de cela, il l'avait libérée pour qu'elle devienne celle qu'elle était censée être. 2 mois plus tard, Sarah se tenait à nouveau devant le palais de justice, mais cette fois-ci, elle se tenait droite. William, âgé de 3 mois, était dans les bras d'Emma et le juge Patterson se tenait à ses côtés. Le procès pénal commençait et elle serait le témoin principal. Les médias étaient encore plus nombreux qu'auparavant. L'affaire avait fait le tour du monde. Une jeune femme enceinte agressée au tribunal qui découvrait sa famille et révélait un meurtre. Il y avait tout, du drame, de la justice, des retrouvailles familiales et un méchant que tout le monde aimait détester. « Tu n'as pas à faire ça », répéta Rebecca pour la 10e fois. « Les preuves de ta mère suffisent. »« Je dois le faire », répondit Sarah. « Pour tourner la page, pour toutes ses victimes. » La salle d'audience était bondée. Richard était assis à la table de la défense avec son nouvel avocat, l'air hagard et furieux. Madison était jugé séparément et avait accepté de témoigner contre lui en échange d'une réduction de peine. Le procureur, James Morrison, était connu pour sa préparation minutieuse et ses contre-interrogatoires dévastateurs. Il avait dit à Sarah qu'avec les preuves de sa mère et le témoignage de Madison, la condamnation était presque certaine. L'accusation appelle Sarah Mitchell à la barre. Sarah s'avance, chaque pas mesuré et assuré. Elle a répété ce moment avec le Dr. Holbrook, s'imaginant forte et calme. Après avoir prêté serment, elle s'assoit et regarde Richard pour la première fois depuis son arrestation. Il tente de l'intimider avec son regard, mais elle ne bronche pas. « Madame Mitchell, » commence Morrison,
Veuillez les raconter à la cour votre mariage avec l'accusé. Sarah parle clairement, détaillant la progression de l'amour obsessionnel à l'isolement, puis à la violence. Elle parle du contrôle financier, de la manipulation mentale, des critiques constantes qui ont détruit son estime de soi. Il m'a dit que j'avais de la chance qu'il m'ait choisi. Il disait que personne d'autre ne voudrait d'une personne aussi pathétique que moi. Il le répétait si souvent que j'ai fini par le croire. Quand avez-vous découvert la liaison? 6 mois avant l'audience de divorce. J'ai trouvé des SMS entre lui et Madison Cole, également connu sous le nom de Madison Williams. Comment cette découverte vous a-t-elle affecté? J'étais dévasté, mais aussi soulagé. Cela me donnait une raison de partir que les autres pourraient ne comprendre. Partir à cause de violences psychologiques semblait plus difficile à justifier, même à moi-même. Morrison a présenté les preuves, les photos, les enregistrements, les documents financiers. Chaque élément dressait le portrait d'un Richard calculateur, un criminel qui utilisait sa fortune et son charme pour détruire des vies. Madame Mitchell, étiez-vous au courant de ce qui était arrivé à la deuxième femme du défendeur? Pas avant que Madison ne me le confesse, mais avec le recul, il y avait des signes. Richard disait parfois des choses comme « Tu ne veux pas finir comme Carolyn ». Je pensais qu'il parlait du divorce. Maintenant, je sais qu'il voulait dire morte. L'avocat de Richard, Paul Stevens, se leva pour le contre-interrogatoire. Il était jeune, ambitieux, et cherchait clairement à se faire un nom. « Madame Mitchell, n'est-il pas vrai que vous avez épousé mon client pour son argent? » « Non, je l'ai épousé parce que je pensais qu'il m'aimait, mais vous avez apprécié le style de vie que sa fortune vous offrait. J'aimais partager ma vie avec quelqu'un que je considérais comme mon partenaire. L'argent n'a jamais été important. Pourtant, vous êtes ici pour demander une importante pension alimentaire. » La voix de Sarah se fit plus forte. Je demande ce qui est juste après des années de travail non rémunéré en tant qu'épouse, hôtesse et soutien émotionnel. Et surtout, je demande une pension pour notre fils, qui mérite d'être entretenu par son père. Un fils dont mon client remet en question la paternité. Sarah sentit Emma se crisper dans la salle d'audience, mais elle resta calme. Richard sait que William est son fils. Le test ADN l'a confirmé. Son déni n'est qu'une nouvelle tentative pour échapper à ses responsabilités. Stevens a essayé différentes approches, mais Sarah était bien préparée. Elle a répondu à chaque question honnêtement, mais avec prudence, sans jamais perdre son sang-froid. Finalement, Morrison s'est levé pour reprendre l'interrogatoire. « Madame Mitchell, quel impact cette expérience a-t-elle eu sur votre vie? » Sarah réfléchit attentivement. « Cela a détruit qui j'étais, mais m'a permis de devenir qui je suis censé être. J'ai trouvé une famille dont j'ignorais l'existence, j'ai découvert une force que je ne me connaissais pas, et j'ai appris que les femmes qui se soutiennent entre elles peuvent vaincre même les agresseurs les plus puissants. » En quittant la barre, elle croisa Madison, qui était amenée pour témoigner. Leurs regards se croisèrent et Madison hocha légèrement la tête, en signe de reconnaissance. La prédatrice reconnaissait sa proie devenue guerrière. Le témoignage de Madison fut accablant. Elle détailla chaque crime, chaque plan, chaque dissimulation. Elle a diffusé des enregistrements de Richard discutant du meurtre de sa deuxième femme, de ses opérations de blanchiment d'argent, de ses plans pour détruire Sarah si elle n'acceptait pas le divorce. Il a dit que les femmes enceintes étaient faciles à éliminer, a déclaré Madison d'une voix neutre. Il suffit de les pousser dans les escaliers et le problème est réglé. L'assistance a poussé un cri de stupeur. Plusieurs jurés avaient l'air mal en point. A-t-il spécifiquement parlé de faire cela à Sarah Mitchell? Oui, il a dit que si elle s'opposait au divorce, nous la traiterions comme nous avons traité Carolyn. Richard s'est levé d'un bond. « Tu mens! Tu as dit que tu me protégerais. » Le juge a frappé son marteau. « Monsieur Mitchell, contrôlez-vous ou vous serez expulsé. » Elle ment. Tout cela est son idée. C'est elle qui a poussé Carolyn. Madison a souri froidement. « J'ai l'enregistrement où vous me dites de le faire, Richard. Voulez-vous que je vous la fasse écouter? » La salle d'audience s'est enflammée. Le juge a rappelé l'ordre, mais le mal était fait. Richard avait pratiquement avoué devant le tribunal. Pendant une pause, Sarah se tenait dans le couloir avec sa famille. William s'agitait et elle l'allaitait discrètement, tandis qu'Emma la protégeait des regards indiscrets. « C'est presque fini. » Le juge Patterson a dit. « Il est fini. » L'inspecteur Roberts s'est approché d'eux. « Sarah, vous avez été formidable. Votre mère serait fière de vous.
C'est elle la véritable héroïne, répondit Sarah. C'est son témoignage qui le fait condamner. Non, rétorqua Roberts, c'est vous l'héroïne. Vous avez survécu. Vous vous êtes levé et vous aidez d'autres femmes à faire de même. La Fondation Helen Parker avait déjà aidé des dizaines de femmes en seulement 2 mois. Emma s'occupait des services juridiques. Sarah apportait un soutien aux victimes, et le juge Patterson avait recruté d'autres professionnels du droit pour se porter volontaire. Lorsque l'audience reprit, Richard prit la parole contre l'avis de son avocat. Son témoignage fut un enchevêtrement d'accusations, de dénégations et finalement de confessions furieuses. Oui, j'ai eu des liaisons. Oui, j'ai caché de l'argent, mais la mort de Carolyn était un accident. Madison a mal compris ce que je voulais dire. Que vouliez-vous dire, Monsieur Mitchell? Demanda Morrison avec douceur. Je voulais juste qu'elle disparaisse. Je réessaie et je continue à modifier. Je voulais juste qu'elle disparaisse. Je ne voulais pas que quelqu'un meure, mais quelqu'un est mort. Votre femme enceinte et votre enfant à naître. Le visage de Richard se déforma. Cela n'était pas censé se passer ainsi. Madison est allé trop loin. Donc, vous admettez avoir participé à un complot? Stevens protesta frénétiquement. Mais le mal était fait. Richard s'était complètement impliqué. Le jury délibéra pendant seulement 3 heures. Sarah attendait dans une petite pièce avec sa famille. William dormait paisiblement dans son porte-bébé, inconscient des événements importants qui se déroulaient. « Quoi qu'il arrive, dit Emma, tu as déjà gagné. Tu es libre. Tu as William et tu nous as, et la Fondation aide tant de femmes. » Rebecca ajouta, « Ton histoire a inspiré un mouvement. » Lorsque le huissier les rappela, le cœur de Sarah battait à tout rompre. Elle serra fermement la main d'Emma, tandis que le président du jury se levait. Pour le chef d'accusation de complot en vue de commettre un meurtre au 1er degré, nous déclarons l'accusé coupable. Pour le chef d'accusation de meurtre au 2e degré, nous déclarons l'accusé coupable. Pour le chef d'accusation de vol, nous déclarons l'accusé coupable. La liste continua. Coupable de tous les chefs d'accusation, Richard passerait le reste de sa vie en prison. Richard se tourna vers Sarah, tandis que les agents se préparaient à l'emmener. « Tu as tout gâché, cracha-t-il. Sarah se leva, serrant William dans ses bras. « Non, Richard, j'ai tout récupéré. Ma vie, ma dignité, ma famille. C'est toi qui as tout perdu et tu t'es fait ça tout seul. » Alors qu'il était emmené menotté, Sarah sentit un poids lui quitter les épaules. C'était vraiment fini. À l'extérieur du tribunal, des centaines de sympathisants s'étaient rassemblés. Ils ont applaudi lorsque Sarah est sortie, beaucoup brandissant des pancartes avec des messages de soutien et de solidarité. Patricia Chen était là avec son équipe de tournage. « Sarah, comment vous sentez-vous? » Libre, a simplement répondu Sarah. « Et reconnaissante. Reconnaissante envers ma sœur qui m'a retrouvée, mon père qui m'a protégé sans même savoir qui j'étais, et ma mère qui m'a protégé même après sa mort. Quelle est la prochaine étape pour vous? Élever mon fils pour qu'il devienne un homme bien, développer la fondation, aider d'autres femmes à retrouver leur liberté. Un message pour les femmes qui se trouvent dans une situation similaire. Sarah a regardé directement la caméra. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Votre agresseur veut vous faire croire que vous êtes faible, que vous avez besoin de lui. Mais c'est un mensonge. C'est lui qui a besoin de vous, de votre énergie, de votre lumière, de votre force. Reprenez-les de lui. Partez. Fuyez s'il le faut. Toute une communauté est là pour vous accueillir. Ce soir-là, ils se sont réunis chez le juge Patterson dans une magnifique maison coloniale qu'il utilisait rarement, préférant son appartement en ville, mais qui était désormais rempli de sa famille. Emma avait déménagé certaines affaires, prévoyant de venir régulièrement. Sarah et William avaient leur propre chambre pour quand ils voulaient rester. « Je n'aurais jamais pensé avoir ça », a déclaré le juge Patterson en regardant William dormir dans ses bras. « Une famille, des petits-enfants. Helen m'a fait ce cadeau alors que je ne le méritais pas. Elle t'a pardonné, dit Sarah doucement. Elle voulait que nous soyons tous ensemble. » Emma leva son verre de vin. « À Helen Parker, la femme la plus forte que nous ayons jamais connue. »« À maman, » acquiesça Sarah en levant son verre d'eau. « À la mère de mes enfants, » ajouta le juge Patterson, la voix chargée d'émotion. Alors qu'il trinquait, William ouvrit les yeux et poussa un gazouillis joyeux, comme s'il approuvait ce sentiment. Plus tard,
Sarah se tenait sous le porche, regardant les étoiles. Emma la rejoignit et passa un bras autour de ses épaules. « Tu te demandes parfois ce qui se serait passé si maman avait vécu ?» demanda Emma. « Tous les jours. Mais je pense qu'elle savait que son temps était compté. C'est pour ça qu'elle a tout mis en place. Les preuves, la clé avec Madison et même le fait de s'assurer que tu me trouverais. Elle jouait aux échecs pendant que tout le monde jouait aux dames. » Sarah rit d'un rire sincère qui lui avait manqué depuis si longtemps. « Richard n'avait aucune chance contre elle ou contre toi. Tu sais que tu es incroyable, n'est-ce pas? La façon dont tu as géré tout ça, la fondation, élever William toute seule. »« Je ne suis pas seule, l'interrompit Sarah. J'ai toi, j'ai papa, j'ai Rebecca et le Dr. Holbrook et toutes les femmes qui m'ont tendu la main pour me soutenir. »« La sororité, dit Emma avec un sourire. « La sororité, acquiesça Sarah. William se mit à pleurer et Sarah alla s'occuper de lui. Alors qu'elle berçait son fils dans le fauteuil à basque que son père lui avait acheté, elle repensa au chemin qui l'avait mené jusqu'ici. La douleur avait parfois été insupportable, mais elle l'avait forgée et rendue inébranlable. Son téléphone vibra, signalant un message d'une femme au Texas. « Votre histoire m'a sauvé la vie. Je l'ai quittée aujourd'hui. » Sarah sourit à travers ses larmes. C'était désormais sa raison d'être. Pas seulement survivre, mais aider les autres à survivre aussi. 6 mois après le procès, la fondation Helen Parker organisa son premier grand gala de collecte de fonds. La cellule de bal du Grand Harbor Hotel fut transformée en un espace élégant rempli de sympathisants, de survivants et de défenseurs. Sarah se tenait à l'entrée pour accueillir les invités. William, vêtu d'un petit smoking, se tenait debout sur sa hanche. « Tu es très élégante, » dit Emma en s'approchant dans une superbe robe bordeaux. « Toi aussi, » répondit Sarah. « Papa est déjà là. Il est à l'intérieur, en train de charmer les donateurs. Il s'avère que les juges ont d'excellentes compétences en matière de collecte de fonds. La Fondation avait connu une croissance exponentielle. Elle comptait désormais 23 refuges et avait aidé plus de 200 femmes à échapper à des relations abusives. L'attention médiatique suscitée par le procès avait fait affluer les dons. Mais surtout, cela avait sensibilisé le public. Rebecca s'approcha avec une grande femme en tailleur élégant. « Sarah, voici le Dr. Amanda Foster. Elle dirige une fondation similaire en Californie et souhaite discuter d'un partenariat. » Alors que Sarah discutait avec le Dr. Foster, elle remarqua une silhouette familière à l'autre bout de la pièce. L'inspectrice Michelle Roberts, désormais à la retraite, avait rejoint la fondation en tant que responsable de la sécurité. « Tout va bien? » lui demanda Sarah à voix basse pendant une pause dans les conversations. « Tout va bien, mais quelqu'un souhaite vous parler en privé. Elle dit qu'elle connaissait votre mère. » Intriguée, Sarah suivit Roberts jusqu'à un coin tranquille où était assise une femme âgée aux cheveux argentés, élégamment coiffée. « Madame Anderson, » dit Sarah en reconnaissant son ancienne voisine. « Bonjour, ma chère. Vous êtes magnifique. Votre mère serait si fière de vous. »« Merci d'être venue. » Madame Anderson sortit une enveloppe. « J'avais quelque chose pour vous. Helen m'a donné ça il y a des années. Elle m'a dit de vous le donner quand vous auriez retrouvé la force. Je pense que ce moment est venu. » Sarah ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une photo de sa mère tenant Sarah bébé dans ses bras, à côté d'une autre jeune femme tenant un autre bébé. « C'est moi, » dit Madame Anderson, « et c'est ma fille. Nous étions toutes les deux mères célibataires et nous nous soutenions mutuellement. Ta mère nous a sauvés, tu sais. Mon ex-mari était violent et Helen m'a aidé à m'échapper. Elle a témoigné au tribunal. Elle nous a permis de rester chez elle. Elle m'a même aidé à trouver un emploi. » Sarah fixa la photo, voyant sa mère sous un nouveau jour. Elle a commencé à aider les femmes bien avant ta naissance. Madame Anderson a continué officieusement, discrètement, mais avec constance. Cette fondation, ce n'est pas seulement poursuivre son travail, c'est le rendre officiel. Je n'en avais aucune idée. Elle ne voulait pas de reconnaissance. Mais elle aurait voulu que tu saches que tu ne suis pas seulement ses traces, tu suis une voie qu'elle a tracée. Alors que Madame Anderson rejoignait la fête, Sarah restait debout, la photo à la main. Sa mère menait ce combat depuis des décennies. Sarah. Le juge Patterson apparut à ses côtés. « C'est l'heure de ton discours. » La salle de bal est devenue silencieuse lorsque Sarah est montée à la tribune. William était maintenant dans les bras d'Emma, au premier rang. « Il y a 6 mois, a commencé Sarah,
J'étais une victime. J'avais été victime de violences psychologiques, contrôlée financièrement et agressée physiquement alors que j'étais enceinte de 8 mois. Je pensais que ma vie était finie. Le public était captivé. Mais j'ai appris quelque chose d'important. Le fond peut être une base. Le pire moment de votre vie peut devenir un tournant. J'ai été giflé dans une salle d'audience, j'ai accouché à cause du traumatisme et j'ai découvert que mon mari était impliqué dans un meurtre. Mais j'ai aussi retrouvé ma sœur, j'ai renoué avec mon père et j'ai découvert que ma mère m'avait protégé même après sa mort. Elle s'est interrompue, regardant les visages devant elle. Beaucoup étaient eux-mêmes des survivants. La Fondation Helen Parker ne se contente pas d'aider les femmes à échapper à la violence. Elle leur montre qu'il y a une vie après le traumatisme. Une vie belle, pleine de sens et de force. Nous fournissons des services juridiques, des logements sûrs, des thérapies, des formations professionnelles et, surtout, une communauté. Car la guérison passe par les liens sociaux. La salle a éclaté en applaudissements. Ce soir, je souhaite vous annoncer notre toute dernière initiative, le programme Warrior Women. Nous nous associons à des entreprises de tout le pays afin d'offrir des opportunités professionnelles aux survivantes. L'indépendance financière est essentielle pour empêcher les femmes de retomber dans des situations de violence. Les applaudissements ont redoublé. Sarah a vu plusieurs PDG acquiescer, prêts à signer. Ma mère, Helen Parker, a aidé des femmes en secret pendant des décennies. Aujourd'hui, nous le faisons au grand jour. Nous le faisons avec fierté et nous le faisons ensemble. Elle leva son verre. À toutes les guerrières parmi nous, celles qui ont échappé à la violence, celles qui continuent de se battre et celles qui n'ont pas survécu, nous portons vos histoires. Nous honorons vos combats et nous ne cesserons jamais de lutter pour la justice. L'ovation debout fut tonitruante. Sarah descendit de l'estrade et se jeta dans les bras d'Emma. « Maman serait si fière, » murmura Emma. « Elle est ici, » répondit Sarah. « Je la sens. » Le reste de la soirée fut un tourbillon de conversations, de dons et de rencontres. À la fin, ils avaient récolté 3 millions de dollars, suffisamment pour ouvrir 2 refuges supplémentaires et développer leurs services juridiques. Alors que la soirée touchait à sa fin, une jeune femme s'approcha de Sarah avec hésitation. Elle ne devait pas avoir plus de 22 ans et son maquillage cachait mal ses ecchymoses. « Êtes-vous Sarah Mitchell ?» demanda-t-elle doucement. « Oui. Et vous êtes Jessica. J'ai besoin d'aide. Mon petit ami, il est comme votre ex-mari. J'ai vu votre interview et j'ai pensé que peut-être... » Sarah passa immédiatement en mode défense. « Jessica, vous êtes en sécurité ici. Laissez-moi vous présenter des personnes qui peuvent vous aider ce soir. » Elle emmena Jessica voir Michelle Roberts et le Dr. Holbrook, qui commencèrent immédiatement à mettre en place un plan de sécurité. En moins d'1 heure, Jessica était en route vers l'un de leurs refuges. « Une autre vie sauvée », dit Emma en les regardant partir. « C'est pour cela que nous faisons ce travail », répondit Sarah. Le juge Patterson les rejoignit, l'air fatigué mais satisfait. « J'ai réfléchi, dit-il. Je vais prendre ma retraite. » Ces 2 filles se tournèrent vers lui, surprises. « Papa, non, » protesta Emma. « Tu adores être juge. J'aime encore plus la justice et je peux faire plus de bien en travaillant à plein temps pour la Fondation. De plus, je veux passer du temps avec mon petit-fils, être le père que je n'ai pas pu être auparavant. » Sarah le serra fort dans ses bras. « Nous serons honorés de t'avoir parmi nous. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Sarah reçut un SMS provenant d'un numéro inconnu. Elle sentit son sang se glacer. Il ressemblait au message menaçant que Richard avait envoyé quelques mois auparavant. Mais lorsqu'elle l'ouvrit, elle eut le souffle coupé. « Merci de m'avoir sauvé la vie, Madison. » Elle le montra à Emma, qui fronça les sourcils. « Tu crois que c'est vrai? » »« Je ne sais pas. Mais si même Madison reconnaît ce que nous faisons, c'est que nous faisons vraiment une différence. » Ils quittèrent l'hôtel ensemble, une famille forgée par des secrets et renforcée par la vérité. William dormait paisiblement dans son siège auto, inconscient de l'héritage dans lequel il était né. Sur le chemin du retour, Sarah pensa à l'avenir. William grandirait en sachant que sa valeur ne dépendait pas de la richesse ou du pouvoir, mais de la façon dont il traitait les autres. Il serait élevé par un village de femmes fortes et d'hommes bons qui comprenaient que la vraie force consistait à aider les autres à s'élever. 1 an plus tard,
Sarah se tenait dans la même salle d'audience où sa vie avait changé à jamais. Mais cette fois, elle était là en tant qu'avocate, soutenant une autre femme dans son divorce avec un mari violent. La salle d'audience avait été rénovée, mais Sarah pouvait encore voir l'endroit où Madison l'avait giflé, où elle avait perdu les os, où elle avait vu son père pour la première fois sans savoir qui il était. « Ça va ?» lui murmura Emma à côté d'elle. « Je me souviens, c'est tout. C'est différent maintenant. Tu as changé. » Sarah acquiesça. Elle avait changé. Elle était plus forte, plus confiante, animée par un objectif qui la motivait chaque jour. L'affaire se déroula sans encombre. Le mari de la femme rappelait à Sarah le charme superficiel et la cruauté sous-jacente de Richard, mais cette femme bénéficiait du soutien total de la Fondation depuis le premier jour. Elle ne souffrirait pas en silence pendant des années comme Sarah l'avait fait. Après l'audience, elles retrouvèrent la cliente dans le nouveau bureau juridique de la Fondation, idéalement situé en face du tribunal. « Tu as été formidable, Monica », la félicita Sarah. Le juge avait vu clair dans son jeu. « C'est grâce aux directives de ta mère en matière de preuves », répondit Monica avec gratitude. « Le système de documentation que tu as créé m'a sauvé la vie. » Sarah avait transformé la méthode méticuleuse de sa mère pour rassembler des preuves en un modèle pour d'autres femmes. Le protocole Helen, comme elle l'appelait, était devenu la norme pour documenter les cas de violence. William entra en titubant dans le bureau où il se trouvait, touchant à tout. Le juge Patterson, ou grand-père juge, comme l'appelait William, le suivait de près. « Désolé, dit-il. Il s'échappa de la salle de jeu. Maman William se précipita vers Sarah, qui le prit dans ses bras. « C'est mon fils, dit-elle à Monica. La preuve que de belles choses peuvent naître de situations terribles. » Monica sourit, le premier sourire sincère que Sarah lui voyait. « Il est parfait, il est têtu, corrigea Emma en ébouriffant les cheveux de William. Comme sa mère, alors que Monica repartait avec un regain d'espoir, le téléphone de Sarah sonna. C'était Rebecca. « Allume la télé, dit-elle d'un ton urgent. Sarah alluma le téléviseur du bureau. Le bandeau d'informations en direct annonçait « Richard Mitchell retrouvé mort en prison ». Sarah s'effondra sur une chaise, William toujours dans ses bras. Le journaliste poursuivit « Mitchell, qui purgeait une peine à perpétuité pour meurtre et complot, a été retrouvé dans sa cellule ce matin. Les autorités parlent de suicide, mais une enquête est en cours. Sarah ne ressentait rien, ou tout à la fois. Elle ne savait pas. « Ça va ?» demanda gentiment le juge Patterson. « Je ne sais pas. Je pensais que je ressentirais quelque chose de plus. Du soulagement, de la tristesse, mais je me sens juste vide. » Le docteur Holbrook, qui avait observé la séance de thérapie, les rejoignit. « C'est normal, Sarah. Il a occupé une place importante dans votre vie, même si elle a été traumatisante. Il est normal d'avoir des sentiments complexes. » William se tortilla pour descendre et se dirigea vers son coin jouet. Sarah le regarda, ce petit être parfait qui existait grâce à sa relation avec Richard, mais qui ne connaîtrait jamais la cruauté de son père. « Il ne peut plus faire de mal à personne, dit Emma doucement. « Non, acquiesça Sarah, il ne peut plus. » Les informations continuèrent. Madison avait été transférée dans un établissement psychiatrique après plusieurs tentatives de suicide. Elle avait apparemment fait une dépression nerveuse, hantée par les fantômes de ses victimes. « Je la plains, dit Sarah, se surprenant d'elle-même. Elle vit dans un enfer qu'elle s'est elle-même créé. Ce soir-là, ils tinrent une réunion d'urgence du conseil d'administration de la Fondation. Les médias voudront des déclarations, et il faut les préparer. Nous exprimons nos condoléances à tous ceux qui le pleurent, dit Sarah avec prudence à l'Assemblée. Mais notre priorité reste de soutenir les survivantes et d'empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent. Bien dit, approuva le juge Patterson. Après la réunion, Sarah traversa le bureau principal de la Fondation. Les murs étaient couverts de photos et de lettres de remerciement de femmes qu'ils avaient aidées. Il y en avait maintenant plus de 300 et chaque jour, de nouvelles lettres arrivaient. Elle s'arrêta devant une nouvelle addition, un portrait d'Ellen Parker peint par l'une des survivantes qui avait redécouvert ses talents artistiques après avoir échappé à la maltraitance. « Bonjour, maman, » dit Sarah doucement. « Richard est parti. C'est vraiment fini. » Emma la rejoignit. « Tu sais quel jour on est aujourd'hui ?» pensa Sarah. « Mardi. C'est l'anniversaire. 2 ans depuis la gifle, rit Sarah. Un son qui aurait semblé impossible il y a 2 ans. La gifle qui a tout changé. »
La gifle qui a fait le tour du monde, corrigea Emma. Mais je préfère penser que c'est le jour où notre famille s'est vraiment retrouvée. William arriva en titubant, un livre d'images à la main. Une histoire, maman. Sarah le prit dans ses bras. Quelle histoire veux-tu? Une histoire de dragon, celle où la princesse se sauve du dragon. William acquiesça avec enthousiasme. Alors que Sarah lisait à son fils, entourée de la famille qu'elle s'était choisie dans la fondation créée sur l'héritage de sa mère, elle prit conscience d'une chose profonde qu'elle avait gagnée. Elle n'avait pas seulement survécu, elle avait réellement gagné. Richard avait essayé de la rabaisser. Madison avait essayé de la détruire, et la société avait essayé de la réduire au silence. Mais elle en était sortie plus forte qu'eux tous. Son téléphone vibra, signalant un message d'une femme en Australie. « Votre histoire m'a donné le courage de partir. Je commence ma nouvelle vie aujourd'hui. » Puis un autre, du Texas. « Les ressources de la Fondation m'ont sauvé la vie. 1 an de liberté, maintenant. » Et un autre, du Japon. « Nous avons ouvert notre propre antenne de la Fondation Helen Parker. 20 femmes sont en sécurité pour l'instant. » Sarah sourit à travers ses larmes. Les ondulations de sa mère étaient devenues des vagues, traversant les océans, sauvant des vies. « Maman pleure, demanda William, inquiet. « Ce sont des larmes de joie, mon bébé. Maman pleure de joie. » Le juge Patterson prit une photo d'eux tous, Sarah avec William, Emma à côté d'eux, lui debout, fier derrière ses filles. Cette photo deviendrait plus tard la photo officielle de la Fondation, représentant la famille que le traumatisme avait brisée. Mais l'amour l'avait reconstruite cette nuit-là. Après que William se fut endormi, Sarah se tint sur le balcon de son nouvel appartement, acheté avec l'argent qu'elle avait gagné grâce à ses conférences et à son contrat pour son livre. La ville scintillait en contrebas, pleine d'histoires, de luttes et de survivants. Emma la rejoignit avec 2 tasses de thé. « Je suis fière de toi, dit-elle simplement. Pourquoi? Pour être devenue qui tu es, pour ne pas les avoir laissés gagner, pour avoir transformé ta douleur en motivation. J'ai eu de l'aide. Toi, papa, Rebecca, le docteur, Holbrook, maman depuis l'au-delà. Mais c'est toi qui as fait le travail. Tu as choisi de te battre, de guérir, d'aider les autres. » Elles restèrent debout dans un silence confortable. Des sœurs qui s'étaient retrouvées à travers une tragédie, mais qui avaient construit quelque chose de beau à partir de celle-ci. Le téléphone de Sarah sonna. C'était Patricia Chen, la journaliste qui l'avait interviewée. « Sarah, j'ai une nouvelle. Le documentaire sur ton histoire vient de remporter un Emmy. Et plus important encore, les appels à la ligne d'assistance téléphonique pour les victimes de violences domestiques ont augmenté de 400% depuis sa diffusion. Tu sauves des vies. » Après avoir raccroché, Sarah a regardé les étoiles en pensant à sa mère. « On a réussi, maman, » a-t-elle murmuré. « On a changé le monde, comme tu l'as toujours cru. » Une étoile filante a traversé le ciel. Ce n'était probablement qu'une coïncidence, mais Sarah a choisi d'y voir un signe. Les filets de Helen Parker poursuivaient son œuvre, et quelque part, d'une manière ou d'une autre, elle le savait et en était fière. La salle était comble, avec plus d'1 millier de personnes. Sarah se tenait en coulisses, vérifiant une dernière fois ses notes. À 33 ans, elle était devenue l'une des défenseuses les plus reconnues des victimes de violences domestiques dans le pays. « Tu es nerveuse? » lui demanda Emma en apparaissant à ses côtés avec un grand sourire. « Toujours, mais c'est une bonne nervosité. William est au premier rang avec papa. Il t'a fait une pancarte. » Sarah jeta un coup d'œil pour voir son fils, maintenant âgé de 6 ans, qui tenait une affiche sur laquelle était écrit « Ma maman est une héroïne, dessinée au crayon. » Le juge Patterson était assis à côté de lui, rayonnant de fierté paternelle. Ce n'était pas n'importe quelle conférence. C'était de la célébration du 5e anniversaire de la Fondation Helen Parker, qui était devenue une organisation internationale présente dans 15 pays. « Prête? » demanda le régisseur. Sarah acquiesça et redressa les épaules. Lorsqu'elle monta sur scène, le public éclata en applaudissements. Elle aperçut des visages familiers. Monica, désormais chef d'entreprise prospère. Jessica, qui était devenue conseillère. Madame Anderson, toujours alerte à 80 ans. Rebecca, qui avait quitté le droit des affaires pour diriger à plein temps le service juridique de la Fondation. Le Dr Holbrook, qui avait mis au point leur programme thérapeutique désormais utilisé dans le monde entier. « Il y a 5 ans, commença Sarah, j'ai été giflée dans une salle d'audience alors que j'étais enceinte de 8 mois.
Ce moment de violence destiné à m'humilier et à me contrôler a finalement été ma libération. Elle raconta l'histoire que tous connaissaient, mais qu'ils ne se lassaient jamais d'entendre. Comment elle avait retrouvé sa sœur, découvert son père et mis au jour l'héritage de sa mère. Mais ce n'est pas seulement mon histoire, c'est l'histoire de nous tous. Chaque survivante qui a choisi de partir, chaque personne qui a choisi de croire, chaque défenseur qui a choisi de se battre, nous formons un chœur de voix qui refuse d'être réduite au silence. Le public était captivé lorsque Sarah a annoncé la dernière avancée législative de la Fondation, adoptée dans 12 États, qui durcit les sanctions en cas de violence domestique et offre un meilleur soutien aux survivantes. La loi Helen Parker était en train de changer les choses. Ma mère a sauvé des vies en secret. Aujourd'hui, nous les sauvons fièrement, haut et fort, sans complexe. Nous avons aidé plus de 5000 femmes directement et d'innombrables autres grâce à nos ressources et à nos programmes. Elle s'est interrompue, regardant William, qui observait avec l'attention sérieuse dont seul un enfant de 6 ans est capable de survivre sur balle. Mon fils m'a récemment demandé pourquoi son papa n'était pas là. Je lui ai dit la vérité, en l'adaptant à son âge. Bien sûr, parfois, certaines personnes font des choix qui blessent les autres, et nous devons nous protéger de ces personnes. Il y a réfléchi et a répondu. « Ce n'est pas grave, maman. J'ai grand-père Judge, tante Emma et toutes les dames de la Fondation. Ça fait beaucoup de familles. » Le public a ri chaleureusement. Il a raison. La famille, ce n'est pas seulement le sang. Ce sont les personnes qui vous soutiennent, qui se battent pour vous et qui refusent de vous laisser tomber. Cette fondation est ma famille. Vous êtes tous ma famille. À la fin de son discours, la foule s'est levée. William s'est échappé de l'étreinte du juge Patterson et a couru vers la scène pour embrasser Sarah. Elle l'a pris dans ses bras et il lui a murmuré quelque chose à l'oreille. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» a demandé quelqu'un. Sarah rit. « Il veut savoir si on peut aller manger une glace après. » Le public éclata de rire. C'était la vie après le traumatisme, des moments normaux, des demandes idiotes, la belle banalité pour laquelle elle s'était battue si dur. Plus tard, lors de la réception, Sarah se mêla aux sympathisants et aux survivants. Une jeune femme s'approcha timidement. « Mademoiselle Mitchell, je m'appelle Claire. J'ai quitté mon mari la semaine dernière. Votre histoire m'a sauvé. » Sarah prit les mains de Claire. « Vous vous êtes sauvé vous-même. Je vous ai simplement montré que c'était possible. La Fondation m'aide dans tous les domaines. Je ne sais pas comment vous remercier. Vivez bien. C'est la meilleure façon de me remercier. Vivez bien et aidez une autre femme quand vous serez prête. » Alors que Claire s'éloignait, déjà plus forte, Sarah ressentit la chaleur familière d'avoir trouvé un but. C'était désormais le travail de sa vie. Seulement sa vie. Pas seulement survivre, mais aider les autres à s'épanouir. Emma apparut avec du champagne. L'avocat de Madison avait contacté la Fondation. Sarah haussa les sourcils. « Oh, elle veut nous léguer toute sa fortune. Elle dit que c'est de l'argent sale et que nous pourrons en faire bon usage. » Sarah réfléchit à la question. Madison avait été libérée et placée dans un centre de réinsertion après son traitement psychiatrique, l'ombre brisée de celle qu'elle était autrefois. « Accepte, » décida Sarah. « Cet argent peut aider beaucoup de femmes. C'est peut-être sa façon de se racheter. Tu lui as vraiment pardonné. Je l'ai libérée. Le pardon est différent, mais garder rancune ne fait de mal qu'à moi, pas à elle. » Le juge Patterson les rejoignit avec William sur ses épaules. « Le maire veut vous remettre les clés de la ville. » Sarah rit. « Je n'ai pas besoin de clés. J'ai besoin de fonds pour 3 refuges supplémentaires. »« C'est déjà réglé, » dit une voix familière. Rebecca s'approcha avec un chèque. « Donateur anonyme. 20 millions de dollars. » Sarah resta bouche bée. « Qui? » « Ils veulent en rester anonymes. Mais ils ont dit que votre mère les avait aidés autrefois. Il y a longtemps. » Il rentre l'appareil. Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. Même maintenant, la gentillesse de Helen Parker lui revenait, multipliée. À la fin de la soirée, Sarah se tenait devant le lieu de la cérémonie avec sa famille. William dormait dans les bras du juge Patterson, épuisé par cette journée passionnante. « Regarde, » dit Emma en montrant le bâtiment de l'autre côté de la rue. Un immense panneau d'affichage avait été érigé. La Fondation Helen Parker brisait le silence. Construire l'avenir. En dessous, il y avait une photo d'Ellen, jeune et souriante, tenant le bébé Sarah dans ses bras. « Quand avez-vous fait ça? » demanda Sarah à son père. «
Je voulais vous faire une surprise aujourd'hui. Il faut que l'on se souvienne de ta mère. Sarah fixa le visage de sa mère. Plus grande que nature, veillant sur la ville où elle avait sauvé tant de vies dans le plus grand secret. « On a réussi, maman, » murmura-t-elle. Une main se glissa dans la sienne. Une autre se posa sur son épaule, celle de son père. William remua, mais ne se réveilla pas, en sécurité dans les bras de son grand-père. C'était sa famille, brisée puis reconstruite, retrouvée et choisie, plus forte après avoir été mise à l'épreuve. L'ex-mari millionnaire qui avait tenté de la détruire avait disparu. Les abus narcissiques qui avaient failli la briser n'étaient plus qu'un lointain souvenir. L'indépendance financière pour laquelle elle s'était battue était assurée. Mais plus que cela, elle avait trouvé sa raison d'être, sa voix, son pouvoir. Elle était passée du statut de victime à celui de survivante, puis de guerrière et enfin de guérisseuse. Alors qu'elles marchaient ensemble vers leur voiture, Sarah sentit la présence de sa mère une dernière fois. Une brise chaude dans la nuit calme, un murmure d'approbation, une bénédiction pour la route qui l'attendait. La fondation Helen Parker continuerait de grandir. D'autres femmes seraient sauvées. William grandirait en sachant que la force, c'est protéger les autres, pas les contrôler. Le cycle de la violence qui avait fait tant de victimes serait brisé, une survivante à la fois. Sarah Mitchell avait été giflée dans une salle d'audience alors qu'elle était enceinte, et cela avait tout changé, mais pas comme ses agresseurs l'avaient prévu. Au lieu de la briser, cela avait révélé sa force inébranlable. Au lieu de la réduire au silence, cela lui avait donné une voix qui résonnait à travers le monde. Alors qu'elle rentrait chez elle, William endormi dans son siège auto, Sarah repensa à la jeune femme qu'elle avait été, effrayée, isolée, convaincue qu'elle ne valait rien. Si elle pouvait dire une chose à cette femme, ce serait celle-ci. Tu es plus forte que tu ne le penses, et ton histoire n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Les lumières de la ville défilaient. Chacune d'entre elles représentait peut-être une femme qui avait besoin d'aide. Qui allait la trouver parce que Sarah avait refusé de se taire? Sa mère avait semé des graines en secret. Sarah s'occupait d'un jardin en plein soleil, et quelque part dans un petit appartement ou une grande maison, en ville ou en banlieue, une femme lisait l'histoire de Sarah et se disait « Si elle a pu le faire, moi aussi je peux le faire. » C'était là la véritable victoire. Pas l'argent du divorce, pas de la justice rendue à Richard, ni même sa guérison personnelle, même si tout cela comptait. La véritable victoire, c'était l'effet boule de neige. Les innombrables vies changées parce qu'une femme s'était levée et avait dit « Ça suffit ». Sarah s'engagea dans l'allée de sa maison. Son téléphone vibrait déjà sous les messages de femmes qui avaient besoin d'aide, de journalistes qui voulaient des déclarations, de partenaires qui offraient leur soutien. La journée de demain serait chargée. Il y aurait d'autres combats à mener, d'autres femmes à sauver, d'autres systèmes à changer. Mais ce soir, elle allait border William dans son lit, appeler Emma pour lui dire bonne nuit et envoyer à son père un emoji en forme de cœur qui le ferait sourire. Elle se tiendrait sur son balcon et regarderait les étoiles, sachant que sa mère était fière d'elle. Elle s'endormirait dans un lit qu'elle avait acheté dans une maison qu'elle avait gagnée, libre de toute peur, pleine de détermination. Elle était Sarah Mitchell, survivante, militante, mère, fille, sœur. Elle avait été brisée et s'était reconstruite. Elle avait été réduite au silence et avait trouvé sa voie. Elle avait été seule et avait fondé une famille. Et ce n'était pas la fin de son histoire, ce n'était que le début.